Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 9 mai 2023 et c'est l'épisode 321. 3, 2, 1. C'est pour ça que je faisais le décompte 3, 2, 1. Oui. Bon, bref. Anna Apter est scénariste et réalisatrice et a remporté 2 prix au Nikon Film Festival. Elle a réalisé son court-métrage avec Midjourney, l'intelligence artificielle générative. Alors comprenez bien qu'elle n'a pas juste mis une petite requête, un petit prompt comme on dit, qui a pondu toute la vidéo. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, mais on vous en parlera en détail dans cet épisode. Elle aborde dans son court-métrage le thème des réseaux sociaux, dont on parlera aussi un petit peu également dans une 3e rubrique. Mais évidemment, on a encore plein d'autres sujets sur l'intelligence artificielle à vous partager avec d'ailleurs des voix, c'est peut-être le sujet de la semaine en matière d'IA, des voix discordantes qui viennent de chez Google et qui affirment que les grosses boîtes telles que Microsoft, OpenAI, Google ont d'ores et déjà perdu la bataille face aux IA génératives open source, de quoi donner du grain à moudre à l'auteur du conducteur de cet épisode qui a réalisé une veille que l'on peut qualifier une fois de plus de magistrale, je pense, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Eh ben, mais très très bien, très content de moudre mon grain. Effectivement. On va moudre ensemble, après tout. On va moudre ensemble. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode de podcast, tout comme je suis ravi de savoir que des personnes ont accepté de nous soutenir sur Patreon. Je vais citer Giza XD, Duval Mathieu, Super Merguez 66 et Nourdine Cherfaoui qu'on retrouve sur Patreon, qui a laissé lui un petit message, hello, un petit message pour mon podcast tech de référence. La transformation du monde de la tech est vraiment impressionnante. Avec le passage de l'époque de la course aux mégahertz, il y a une sacrée distance entre mon 286 avec un bouton turbo pour un passage à 16 mégahertz et aujourd'hui une 5600X à plus de 3 GHz, à celui de la parallélisation et des GPU. Elle est de loin ma première carte graphique VGA, puis les cryptos et aujourd'hui l'IA. Il y a vraiment un passage d'un monde très technique à des sujets de société majeurs. Même si je suis souvent d'accord avec les deux Guillaume, c'est toujours un moment intéressant et plaisant d'écoute. Alors, je trouve ça interpellant parce qu'il dit « même si je suis souvent d'accord ». Donc peut-être que ça veut dire que même s'il est souvent d'accord, il y a quand même des problèmes, mais il ne nous dit pas lesquels. Ou il nous dit je suis parfois pas d'accord, c'est pas grave en tout cas. Et il conclut en disant Tech Café accompagne cette évolution. Révolution pourrais-je dire d'ailleurs, avec brio. Bonne continuation, merci beaucoup à toi d'avoir déposé un petit message en t'abonnant sur Patreon. Et Patreon c'est quoi? Pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est un site de financement participatif. Vous pouvez aller sur patreon.com/techcafé, il y a une page qui explique tout et vous en saurez plus sur le fonctionnement, mais en gros c'est super simple, vous vous inscrivez et vous choisissez combien d'euros vous pensez que vous fait gagner comme temps Tech Café dans votre veille, avec un format pratique à écouter et surtout divertissant. En contrepartie, vous bénéficiez d'un accès personnel pour écouter le podcast sans la pub. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Et je vais évidemment relayer un nouvel avis Apple Podcast parce que vous avez été nombreux et nombreux à répondre présent à cet appel du pied que je fais pour que vous valorisiez Tech Café et que vous soyez le plus nombreux possible à montrer à quel point le podcast est génial. Matt CXR qui dit « Le meilleur de la tech, l'émission parfaite pour compléter sa veille avec de nouvelles réflexions ou pour rattraper celles que l'on n'a pas eu le temps de faire. Merci aux deux Guillaume pour leur travail et leurs réflexions plus que nécessaires pour comprendre le monde d'aujourd'hui et de demain. » Je vous invite aussi, enfin, à commenter sur techcafé.fr et à échanger entre vous et avec nous sur Discord, techcafé.fr/Discord pour vous abonner. Un dernier mot, parce que Florian Schwartz a commenté un article qui accompagnait la publication d'un épisode sur techcafé.fr. Il dit... Une question, le réseau de neurones prend quelle forme? C'est un bout de code ou un truc hardware? Alors je pense qu'il fait référence au dossier sur l'intelligence artificielle. Vous avez désormais les 2 parties qui sont disponibles sur le flux du podcast. Allez écouter ces épisodes de référence où Guillaume Poggiaspala vous a réexpliqué ou expliqué peut-être pour la première fois en détail comment fonctionnaient les réseaux de neurones, l'intelligence artificielle. Alors bon, c'est du code, hein, je pense qu'on peut le dire Guillaume, enfin c'est plus subtil que ça, mais c'est pas un truc hardware, c'est pas un objet le neurone. Alors en fait non, un neurone c'est juste effectivement un bout de code tout simplement, c'est du code. Après, bon, c'est du code qui utilise parfois des accélérateurs, donc des puces qui sont dédiées à l'accélération de ce genre de code particulier, mais ça reste un code tout à fait normal. On l'a déjà dit d'ailleurs, hein, c'est principalement du calcul vectoriel, du calcul de matrice, hein, et donc en fait c'est vraiment du calcul standard, c'est vraiment du code standard, sauf que justement, comme c'est comme un domaine qui a des spécificités, effectivement, il y a des tensor cores, il y a des neural units, oui. tu sais, des NPU, tout ça. Mais en fait, ce sont des accélérateurs qui sont prévus pour optimiser certains types de calculs, si tu veux.
Mais le neurone en lui-même, c'est quelque chose qui est purement software. Alors, ça va peut-être changer dans les années qui viennent, puisqu'il y a des recherches aussi de faire des neurones en dur, des neurones en hard, avec des memory store, avec des puces neuromorphiques. On en entend parler de temps en temps. Il y a IBM qui est dessus, entre autres. Donc, peut-être que ça va changer. Peut-être qu'effectivement, à un moment, on aura des neurones en hard, mais pour l'instant, ce sont des neurones software. Mais c'est marrant cette terminologie qui laisse parfois penser qu'on pourrait être sur des reproductions d'un neurone humain en objet électronique. Donc là aussi c'est confusant. Et d'ailleurs j'en profite. D'ailleurs je me suis rendu compte que j'avais pas abordé, parce que ça me paraissait pas particulièrement pertinent finalement, mais l'analogie, enfin dans le contexte, l'analogie effectivement de l'analogie biologique, quoi. C'est-à-dire pourquoi on appelle ça un neurone. Je l'ai pas vraiment dit parce que bon, c'est de mon point de vue, si tu veux, l'analogie avec la biologie, elle est pas non plus incroyablement, tu vois, étroite. On dit bon, c'est un neurone artificiel. L'idée, c'est effectivement qu'on ait un neurone qui, en fait, les connexions entre les neurones, c'est les axones, quoi, tu vois. Et les neurones, effectivement, ils rassemblent tous les potentiels d'action qu'ils reçoivent de leurs axones, et voilà, il faut une sorte de moyenne, effectivement. Il y a une sorte de fonction de seuil. Donc, il y a des analogues biologiques, mais enfin, si tu veux, les neurones qu'on utilise, c'est des choses qui sont quand même vraiment très, très, très simplistes par rapport à un neurone réel, et qui sont assez éloignées de la biologie, en réalité. C'est pour ça que j'ai pas non plus insisté sur, c'est des neurones, tu vois, c'est une terminologie, mais est-ce que c'est vraiment très proche des neurones qu'on a dans le cerveau ? Non, pas du tout, en fait. Ouais. C'est surtout quelque chose de sémantique, mais je crois que la sémantique, c'est vraiment un sujet qui interpelle. On a souvent d'ailleurs des commentaires sur l'appellation d'intelligence artificielle. Je suis tombé sur un article de The Guardian. Alors c'est d'ailleurs une tribune, je pense, Naomi Klein, ou Klein, je sais pas comment je dois la prononcer, qui dit les intelligences artificielles n'hallucinent pas, mais leurs créateurs hallucinent eux. Et en fait, alors elle met hallucine entre guillemets, et elle revient sur cette terminologie en disant que c'est juste l'utilisation de ce terme laisse là aussi penser que on a une espèce d'être comme ça qui rêve, tu vois. Ça me refait penser au terme que tu avais proposé de myriage. Le fait effectivement qu'il y ait ce terme d'hallucination, de neurones artificiels, ça contribue à brouiller peut-être la compréhension pour le grand public. Mais c'est quand même bien pratique. Tu vois, c'est comme quand on dit parfois les réseaux de neurones, on dit qu'ils hallucinent, on dit qu'ils mentent. Parfois on dit qu'ils mentent, quand ils disent pas la vérité, on dit qu'ils mentent. Mais le mensonge, ça suppose une intentionnalité, tu vois. Donc, en fait, c'est une manière de l'exprimer, mais est-ce que c'est vraiment complètement, disons, fidèle à la réalité ? Non, c'est assez difficile, tu vois. Après, il faut bien trouver des analogies pour exprimer ce qu'on voit, et parfois c'est des choses qui sont relativement simples, et on fait des analogies avec ce qu'on connaît, et effectivement, ça ressemble à une hallucination, quoi. Voilà, c'est tout. Ça ressemble à un mensonge. C'est des choses qui ressemblent, quoi. Voilà. Moi, je trouve que c'est au contraire. Alors, je comprends l'image que ça peut véhiculer. En même temps, halluciner, il y a un côté tu délires complet, quoi. Tu racontes n'importe quoi. Et je trouve que ça marche plutôt bien quand même. Et je termine l'article parce qu'elle mentionne en quoi les entreprises derrière les intelligences artificielles, elles, hallucinent. Et alors là, je prends peut-être un petit peu de recul parce que je la trouve aussi virulente. Elle dit, hallucination numéro 1, les intelligences artificielles vont résoudre le réchauffement climatique. La deuxième affirmation, la deuxième hallucination, ce serait vont arriver à gouverner de manière sage. Les géants de la tech vont être présentés comme étant des entreprises de confiance qui vont pas piller le monde quelque part. Et en fait, je suis pas sûr que ces affirmations-là soient portées par les entreprises de la tech. Donc, je trouve que la seconde partie de son article est plus embêtante, mais j'ai trouvé ça sympa que soit souligné en tout cas ce terme d'hallucination. Allez, on enchaîne sans autre forme de procès avec le dur de l'actu de la tech de cette semaine. On parlera un petit peu d'intelligence artificielle dans une seconde rubrique, mais tu voulais t'intéresser, Guillaume, à un premier sujet qui est aussi très intéressant, c'est celui de la souveraineté, parce qu'effectivement, dans l'Union européenne, il y a fort à parier qu'ils ne veulent pas attendre d'être dépassés par d'autres géants géographiques dans le monde, que ce soit les États-Unis, la Chine, sur certains secteurs technologiques, mais ils veulent prendre le train en marche. Et a priori, c'est ce qui a été présenté par Thierry Breton, c'est une solution dans l'Union européenne pour faire le Starlink européen, quelque part, Guillaume. Oui, tout à fait. Nous aussi, on veut notre Starlink, ça s'appelle Iris 2, donc Iris carré. Iris carré parce qu'en fait, ça fait Iris avec deux S. Deux S pour, en fait, Iris, ça veut dire Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite. Donc, en fait, ça veut Jean-Michel dire... acronyme. Exactement, donc ça fait deux S à la fin, donc c'est Iris 2, voilà. Donc, double
le WS. Donc c'est le projet d'un consortium qui va impliquer un petit peu tous les acteurs aérospatiaux du continent. Hein. Il y aura Airbus Defense and Space. Il y aura Eutelsat, Thales, Alenia, Hispasat, donc les Espagnols, et aussi tous les télécoms du continent ou presque, hein, c'est-à-dire Deutsche Telekom, OHB, Orange, Hisdesat, Telespazio, etc. Thales, voilà. Bon. Donc le but. Il y a limite trop de monde, hein, d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde. Alors, mais tu sais que ça va être un souci évidemment, parce que le but là, c'est quand même de faire une constellation sur plusieurs orbites basses hein, pour relier les coms avec la surface. Donc Idris 2 a été déjà annoncée en novembre dernier. Elle avait été pré-budgétisée à 2,4 milliards hein, venant de l'Union européenne, sachant que des fonds viendraient aussi d'acteurs privés et de l'ESA. Elle impliquerait aussi des startups à hauteur d'environ 30% du projet. Et donc, ce sera une constellation souveraine qui servira l'Europe et l'Afrique, et elle se focalisera sur des services gouvernementaux plutôt pour le public et pour l'armée. Alors, de notre côté de l'Atlantique, il y a déjà un projet de constellation Internet, hein, c'est OneWeb, qui est poussé par les Britanniques, et justement, c'est pas un projet européen si c'est britannique, hein. Et en plus, de toute façon, il n'est pas clair du tout que OneWeb ait la capacité d'encaisser les besoins de toute l'Europe et de l'Afrique. Donc au total, Iris 2 devrait coûter 6 milliards d'euros, et entrer en service en 2027, c'est-à-dire dans 4 ans, et effectivement, on va pas se mentir, c'est optimiste. Alors, c'est pas, technologiquement, ça va, l'Europe a tout à fait la technologie pour produire les satellites qu'il faut, je pense qu'il n'y a aucun problème, mais il faut trouver l'argent, bon, déjà, évidemment, et puis il faut aussi fédérer une multitude d'acteurs qui sont éclatés dans plein de pays, et avec plein de bureaucratie à la clé aussi. Donc, tu le disais, il y a limite trop d'acteurs, c'est vrai que ça va être compliqué, hein, évidemment. Donc, il va falloir les synchroniser. Alors, côté lanceur, il y a aussi un petit souci, parce que on voudrait éviter d'avoir à recours à SpaceX, hein, mais Ariane 6 sera en service au mieux à partir de 2024. Il faut trouver des créneaux parce qu'elle va être énormément sollicitée. Hein. Et encore une fois, il y a des centaines de satellites à envoyer dans cette nouvelle, tu vois, on en parlait, il y a vraiment une multiplication incroyable des satellites ces dernières années, ça va pas s'arranger. Et bon, Ariane 6, elle peut recevoir jusqu'à 20 tonnes de charge utile, c'est bien, mais elle n'est pas réutilisable par contre. Il faudra attendre Ariane Next pour pouvoir concurrencer directement les Falcon 9. Et Stéphane Israël, le PDG d'Ariane Espace, a même dit récemment que l'Europe n'aurait pas de lanceur réutilisable avant 2030. Bon, ça fait un moment pourtant que les Falcon... Donc ça va faire quand même un petit retard. Lancer un Starlink européen, c'est ambitieux, ça va peut-être aussi stimuler le secteur spatial. On a un très beau secteur spatial, mais c'est vrai que voilà, il est quand même soumis à une très forte concurrence ces dernières années. Tout ça va coûter très cher, hein, 6 milliards sans doute, c'est une estimation basse probablement. Mais bon, la souveraineté, c'est cher, voilà. Donc on essaye d'avoir une souveraineté, à chaque fois, si tu veux, il faut y mettre les moyens. On regarde les Américains, hein, ils ont encouragé à max TSMC à construire sur leur sol, donc construire des usines de puces sur leur sol, ça va se faire. Mais bon, le fondeur a déjà prévenu que produire donc ces puces aux États-Unis, ou au Japon aussi d'ailleurs, hein, c'est pareil, ça coûterait beaucoup plus cher. En fait, ça coûterait jusqu'à 30% de plus qu'à Taïwan. Donc les Américains auront leurs puces souveraines, mais ça va leur coûter cher. Et d'ailleurs, on va voir à quel point c'est un handicap, parce que qui aura les moyens d'acheter les puces made in USA, tu vois? Ouais, mais c'est intéressant quand même comme mouvement, j'imagine, qui est aussi en anticipation. En fait, je sais pas dans quelle mesure est-ce que la guerre en Ukraine peut pas achever de convaincre les États-Unis de produire des puces sur leur sol. Je vois évidemment par effet de rebond la perspective de la Chine d'aller titiller Taïwan. Imagine demain la Chine qui pose problème à Taïwan. Alors évidemment, les États-Unis réagiraient. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Et puis on pourrait trouver ça assez logique. Mais si demain TSMC, c'est un scénario catastrophe qui semble peu probable, mais si demain TSMC est plus à même de produire ce qu'ils produisent aujourd'hui, peut-être que le surcoût qui est identifié aujourd'hui aux États-Unis est tout à fait relatif, non? Est-ce que tu penses que ça peut jouer dans la balance? Non, mais c'est ce qui joue dans la balance clairement. Hein. Je veux dire, c'est pas le seul facteur, mais c'est vrai que les problèmes potentiels autour de Taïwan, ça joue. C'est évident que ça joue. Même, l'armée américaine s'attend à ce que, en tout cas, considère comme une possibilité tout à fait crédible, même si c'est pas forcément, mais c'est tout à fait crédible de penser que d'ici 10 ans, voire d'ici 5, il est possible que la Chine fasse des trucs sur Taïwan, quoi. Hein. Elle a fait tout dernièrement des manœuvres qui étaient quand même plutôt menaçantes, hein, faut bien le dire, autour du... Donc c'est une possibilité, quoi. Un dernier mot sur la souveraineté portée par des connexions satellites pour l'Union européenne. Il faut aussi garder à l'esprit qu'une fois qu'on a lancé les petits satellites, il n'y a pas juste les coûts d'installation à faire. Hein. Il faut les renouveler aussi, ces satellites qui ont une durée de vie limitée. Je crois qu'on en avait parlé. Il y a de ça pas mal d'épisodes pour Starlink. C'est quelques années, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, je pense que idéalement, c'est une dizaine d'années, mais moi, ça m'étonnerait que ce soit beaucoup plus que ça. C'est probablement un peu moins. Et donc, il faut effectivement maintenir cette constellation, bien sûr. Bon.
On continue avec des affrontements géopolitiques. Je parlais justement de la Chine et de Taïwan. Et justement, les États-Unis ont fait un blocus, organisent un blocus technologique pour transmettre des produits à la Chine. Donc, en fait, il faut limiter un peu la puissance. C'est intéressant parce que c'est pas du tout rien pour le coup, Guillaume. Non, mais c'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils essayent de faire un blocus, enfin de faire un embargo. Mais bon, ils peuvent pas non plus trop le faire parce que sinon, ils se tirent des balles dans le pied. Donc, il faut essayer de ménager un petit peu le tout, quoi. Donc voilà, ils veulent limiter leur dépendance à Taïwan, ils conserver leur leadership technologique aussi, vis-à-vis de la Chine, qui avance vite. Et donc, il faut un embargo des exportations de puces, de microprocesseurs vers la Chine, de plusieurs types. Ils veulent pas que les Chinois utilisent leurs composants, donc c'est-à-dire leur propre technologie, pour créer des bombes atomiques chinoises, ou des super IA qui concurrenceront les leurs au niveau mondial. Et c'est pas si simple, parce que s'ils interdisent l'export de manière sèche, c'est un marché de moins pour les fabricants américains, qui gagnent quand même beaucoup d'argent avec ça. Alors pour éviter de pénaliser leur propre économie, ils limitent la puissance des puces à un certain seuil. Donc c'est une sorte de demi-mesure, et c'est des demi-mesures qui sont à moitié efficaces en fait. Les fabricants s'adaptent tout simplement, et ils proposent à l'export des puces qui respectent les interdictions tout en poussant le taquet au maximum évidemment. Et c'est pour ça qu'NVIDIA a créé les A800 et les H800, vraiment exprès pour ça. Et c'est tout simplement des versions castrées, des A100 et des H100 qu'on utilise en Occident. Donc elles sont un peu moins puissantes, elles ont un petit peu moins de puissance de calcul, elles ont un petit peu moins de bande passante, pour faire simple, elles sont dans les 30% moins puissantes. Et donc les A800 et les H800 sont respectivement les architectures Ampere et Hopper, exactement comme celles qu'on a, les A100 et les H100. Alors les versions castrées se vendent pas vraiment moins cher pourtant, puisque les A800 s'échangent sur le marché chinois pour 15 000 $, et le futur H800 se vend sans doute encore bien plus cher, peut-être jusqu'à 50 000. En fait, finalement les Chinois payent plus cher, mais pour aboutir au même résultat. Parce qu'ils peuvent quand même faire tout ce qu'on fait. Les puces sont chères, et ils mettent 30% de plus de temps à faire le boulot. Mais bon, il est quand même fait, tu vois, donc c'est un peu plus galère. Évidemment, si c'est mes 30% de plus, c'est aussi plus cher. Mais les grosses boîtes tech chinoises ont les moyens. Tu vois, si ça coûte 20 millions au lieu de 10 millions, so what? Quand t'es Alibaba, qu'est-ce que t'en as à foutre? Et en gros, dans le secteur de l'IA, l'embargo américain a une efficacité qui est vraiment très très limitée, voire nulle probablement à moyen terme. Il faut pas oublier qu'ils sont en train de fabriquer, il y a déjà des GPU qui sont fabriquées 100% chinoises, enfin 100% chinoises, elles sont conçues 100% chinoises, mais elles sont fabriquées par TSMC. C'est les GPU Biren, elles devraient être fabriquées par TSMC, en tout cas c'était le but. Mais les Biren, au jour, pourraient devenir une alternative crédible à moindre prix, donc voilà. Alors l'embargo sur les puces pour le calcul scientifique, par contre, est un petit peu plus efficace, parce que c'est pas exactement les mêmes puces, sont pas exactement optimisées pour les mêmes calculs, comme on disait avant. Mais le gap de puissance disponible est plus important, mais bon, là encore, ça pourrait ne pas durer très longtemps, quoi. Ça illustre bien la difficulté de mener une guerre économique sans se taper sur la tête tout seul, quoi, soi-même. Tu vois, dans un monde qui reste quand même encore un petit peu mondialisé. On vous punit, mais pas trop, et du coup, ça n'a pas autant les effets escomptés. Donc, bon, écoute, c'est intéressant. Mais moi, je trouve ça, pour le coup, il y a un côté, tu sais, comme l'affrontement d'Amazon avec les régulateurs sur les livraisons. C'est, on vous punit, mais en fait, on trouve une solution de contournement où, en fait, ça s'applique pas forcément très, très bien. Bref, intéressant à suivre. AMD aussi, Guillaume, qui va guerroyer sur l'intelligence artificielle. Ils veulent tirer leur épingle du jeu également. Puisqu'on parle de puces, de calcul, voilà, de compagnie, voilà, profitons un peu pour parler d'AMD qui a révélé ses résultats financiers et qui sont vraiment pas géniaux ce trimestre. Donc c'est une perte de 139 millions pour un chiffre d'affaires en baisse de 9,1%. Alors AMD, comme Intel, souffre de faibles ventes de PC, d'inventaires qui sont beaucoup trop bien garnis. C'est pas bon, mais c'est quand même moins mauvais qu'Intel. Et Lisa Su s'attend à une embellie au second semestre avec un retour dans le vert et une croissance plutôt réconfortante de 50% par rapport à 2022. Enfin, ça, c'est les prévisions. En attendant, AMD a un avantage décisif sur Intel pour le court terme sur le secteur professionnel, sur le secteur serveur, puisque pendant une petite année, ils ont la palme des puces serveurs de la plus grosse puce serveur, avec 128 cœurs. Donc c'est les EPYC Bergamo. Donc Intel devrait revenir dans la course avec son futur Xeon à 144 cœurs, mais en 2024. Donc il y a aussi l'espoir pour AMD en ce qui concerne le deep learning, qui va devenir le nerf de la guerre. Encore une fois, là on parlait, c'est vraiment un enjeu stratégico-économique, l'IA, et donc la puissance de calcul qu'il y a derrière, tu vois. Donc forcément, Nvidia, pour l'instant, on bénéficie énormément, parce qu'on l'a dit à plusieurs fois, mais CUDA, donc qui est l'API Nvidia, qui est énormément utilisée en deep learning, entre autres, elle est omniprésente. Donc évidemment, les Tensor Core des Tesla aussi sont très très prisés, des RTX aussi, et les Radeon finalement ont un petit peu de mal à lutter.
même si elles sont aussi présentes sur le marché. Donc Nvidia, il est un petit peu en position de monopole de fait sur le secteur, mais ça pourrait changer, et franchement, c'est pas plus mal. Ce serait quand même plus sain, je trouve, d'avoir de vraies puissances. Donc il y a ROCm qui arrive pour le grand public. Alors ROCm, c'est un peu le CUDA d'AMD, tout simplement. C'est un langage pour faire des gros calculs, mais sur les Radeon. Alors jusque-là, c'était réservé aux cartes Instinct, donc c'est les cartes professionnelles, et c'était un peu idiot, parce que moi-même, j'utilise CUDA tout le temps. Dès que je lance Stable Diffusion ou voilà une application qui utilise ma GPU, j'utilise CUDA, tu vois. Et finalement, la distinction pro-particulier, elle n'a pas vraiment de sens aujourd'hui. Donc, la demande pour les grosses GPU va considérablement augmenter, ça c'est acté, donc on va demander, on va avoir besoin de beaucoup plus de grosses puces, à tel point qu'il est probable que Nvidia ne puisse pas satisfaire toute la demande. Ça va créer un surcroît d'intérêt naturel vers les solutions d'AMD, vers une alternative. D'autant que la MI300, qui va comporter 147 milliards de transistors et qui a été sélectionnée pour être dans les prochains superordinateurs, dans le prochain superordinateur El Capitan, c'est pas une puce du tout anecdotique. Elle est quand même plus grosse que Hopper et que Ponte Vecchio, les solutions d'Intel et de Nvidia. Donc la MI300 aurait 8 fois la puissance de calcul pour le deep learning du prédécesseur, le MI250, et ça la rendrait compétitive. Et à ce train-là, il est même pas exclu que la MI400 soit pas vraiment un concurrent très dangereux pour Nvidia. Donc, tu vois, AMD aussi pourrait finalement bénéficier beaucoup de l'énorme engouement, de la hype énorme de l'IA. Alors, il y a même eu une rumeur comme quoi Microsoft financerait AMD pour créer une puce spécialisée en IA dont le nom serait le nom de code serait Athena, mais ça a été démenti par Microsoft. Donc, apparemment, c'est pas le cas. Donc, AMD, apparemment, se débrouille, je pense qu'ils peuvent. Mais les puces accélératrices pour le deep learning, ça va devenir un enjeu stratégique majeur et économique majeur, pour les fondeurs, donc de Nvidia et Intel, mais aussi pour ceux qui les utilisent, c'est-à-dire Microsoft, Amazon et compagnie. Microsoft travaillerait par exemple sur une nouvelle offre pour ChatGPT, qui serait une offre privée. Pour les grosses compagnies qui veulent pas donc échanger des données directement avec tout le monde, là, il y aurait des serveurs qui seraient privatisés, tout simplement pour la compagnie. Ça coûterait 10 fois le prix normal, mais tu vois, voilà, il faudrait privatiser le serveur, etc. Et du coup, avoir des puces ultra rapides et efficaces, finalement, c'est directement du bénéfice et de la marge en plus dans la poche, tu vois. Donc, ça serait possible d'être plus concurrentiel. Donc, la puissance de calcul devient un atout majeur. C'est tellement évident que ça va arriver, des solutions privatisées comme ça, et qui pourront coûter 10 fois le prix. On s'en fout, il y a une telle plus-value identifiée peut-être par les entreprises, que forcément ils sont prêts à tout. Surtout que vraiment le plus gros enjeu, le plus gros frein pour les entreprises, c'est effectivement justement le problème de fuite de données et de perte de confidentialité. Donc là, si c'est assuré, évidemment c'est génial. Ça n'enlève pas les problèmes justement d'hallucination et d'apporter des résultats qui peuvent être factuellement erronés, mais évidemment suffisamment bénéfique pour que ça avance dans le bon sens. Alors, tu parles des grosses entreprises. Je l'ai évoqué très brièvement en quelques mots dans l'intro, mais tu dois nous parler un petit peu de Google parce que il y a du lourd du côté de chez Google justement cette semaine. Oui, c'est plutôt c'est du pas très brillant. Je sais pas, mais... Pardon, c'est vrai que je confondais dans le conducteur. On va parler effectivement plus on va en parler deux fois. Tu t'es pas servi d'eux comme transition cette fois-ci, mais ça aurait pu. Mais effectivement, c'est tout à l'heure qu'on va parler des projets open source, si je dis pas de bêtises. Oui, Google est de moins en moins idéaliste là en ce qui concerne leur gestion économique. Tu te souviens de leur ancienne devise Don't be evil, le fait de ne soyez qu'ils pas ont supprimé, maléfique, qu'ils ont supprimé, oui, effectivement. Alors bon, ils veulent être evil maintenant. C'est pas qu'ils veulent être evil, mais disons qu'ils sont gentils, surtout pour les actionnaires en ce moment quand même, parce que ces temps de vaches décharnées au pic creux, où on licencie 12 000 employés, où on serre la ceinture des cadres, en cette période de bonus famélique, voire invisible, Google rachète quand même pour 70 milliards de ses propres actions et gratifie son CEO d'un salaire plutôt généreux de 226 millions de dollars sur l'année. Je précise parce qu'avec les milliardaires, c'est même pas forcément si évident. Donc, entre le rachat d'actions et le salaire de Sundar, les Googlers sont un petit peu embêtés parce qu'ils savent plus trop sur quoi rager le plus. Parce que si Google rachète ses propres actions, il y en aura moins et forcément ça fera monter les cours. Donc c'est tout bénef pour les actionnaires. De racheter ses propres actions. Ouais. Pour faire monter les cours, ça fait monter les cours ça fait mécaniquement monter les cours de l'action. En tout cas, c'est tout bénéf pour les actionnaires, donc c'est clair et net. On est content pour eux. En attendant, les employés qui ont eu le bonheur de ne pas être virés voient la compensation de leur boss passer à 801 fois leur salaire médian. Donc c'est quand même pas mal. Alors vous me direz, c'était 1177 fois en 2022, mais déjà Tim Cook a baissé son salaire volontairement à 43 millions, le symptôme. Mais il faut reconnaître qu'au moins, il ne vire personne. Donc on peut pas leur enlever ça. Alors c'est fou, quand t'as 70 milliards de trop dans la poche,
Ben, tu fais des trucs, tu rachètes Activision Blizzard, tu vois, tu rachètes tes propres actions, mais ça vient à l'esprit de personne d'éviter de virer des gens. Ça, c'est par contre... Bon, en plus, c'est pas comme si Google continuait pas à gagner de l'argent, on en parlait la semaine dernière, et puis pour couronner le tout, il continue aussi à pas être trop regardant sur la provenance, puisque sur YouTube, et malgré la propre politique de Google, tu trouves encore du contenu climato-sceptique, monétisé. L'association contre l'infox sur le changement climatique, hein, elle s'appelle CAD en anglais, a encore déniché plus de 200 vidéos avec des pubs de grandes marques, hein, Nike, Hyundai, Costco. Voilà, des pubs des climato-sceptiques. Alors des vidéos qui ont quand même collectivement fait presque 74 millions de vues. Donc tu vois, c'est pas non plus des trucs dans un coin, quoi. Donc c'est à se demander vraiment comment ils se débrouillent chez Google pour les avoir ratés. C'est même à se poser des questions sur le zèle qu'ils mettent à appliquer leurs propres règles. Et ça, c'est quand même pas très glorieux, quoi. Il y a eu beaucoup de contenus aussi de la scientologie qui ont été diffusés, médiatisés allègrement par Facebook. Alors, c'est pas Facebook qui a appuyé sur le bouton, mais évidemment, ils ont laissé passer pas mal de contenus. Alors, je pensais peut-être pas si simple par rapport au climato-scepticisme. Choisissez à quelle sauce vous voulez être mangé d'un point de vue éthique, si c'est pour le réchauffement climatique ou pour les sectes. Allez savoir. Juste, tu mentionnais, juste pour préciser à tout le monde, ne corrigez pas Guillaume quand il évoquait tout à l'heure le rachat de Blizzard Activision King. C'est pas Google, mais il mettait bien en lumière Microsoft qui propose de racheter, qui voulait racheter Blizzard Activision King et qui en même temps effectivement annonçait des milliers de licenciements. Ça fait toujours sauter, comment on dit, sauter par la fenêtre, sauter au plafond. Sauter au plafond, merci. Je cherchais l'expression, sauter au plafond, je l'apprends. Résultat, Apple, Guillaume, est-ce qu'Apple a plein d'argent ? Eh bien oui, ça y est fini. Là. Non, oui, voilà. On peut terminer avec les résultats d'Apple du trimestre qui surpassent les projections des experts. 94,84 milliards, alors qu'ils s'attendaient à moins de 93. Ils sont vraiment tout contents, super excités. Alors, ils n'étaient pas alarmistes non plus, du coup, parce qu'ils prévoyaient quand même 93 milliards de dollars, donc ça va. Mais bon, c'est l'iPhone qui explose le plus les prévisions, avec 51 milliards de chiffres contre 48 attendus. Alors, les bénéfices nets, par contre, sont quand même en baisse, de 3%. Il y en a quand même encore 24,16 milliards, donc ça va, vous pouvez arrêter de vous ranger les sangs, il n'y aura pas de saisie de meubles chez Apple ce trimestre, tout va bien. Pour autant, les ventes de Mac accusent le coup quand même avec 30% de baisse, les chiffres des iPads ont baissé aussi de 13%, et même les Apple Watch ont légèrement baissé. Il n'y a que les services qui ont monté de 5,5%, le record d'ailleurs, de tous les secteurs de la marque. Globalement, c'est un trimestre un peu en berne, mais bon, un trimestre en berne à la Apple, tu vois, donc l'action est montée de 2%, voilà. Pendant l'annonce des résultats, Tim Cook s'exprimait sur ChatGPT avec beaucoup de mesures. Ça, c'est intéressant. Donc il a dit, je cite, « Son potentiel est très intéressant, nous avons fait d'énormes progrès en intégrant de l'IA dans nos produits cette année. » T'as vu comme il ramène toujours la couverture à lui ? C'est extraordinaire. Je trouve ça génial. C'est ChatGPT, oui, on a fait beaucoup de progrès. Mais qu'est-ce que tu... Bon. Mais bon, bref, lui aussi dit qu'ils vont continuer à l'intégrer dans leurs produits de manière très réfléchie. C'est-à-dire, vous attendez pas à voir un chatbot drama queen passif-agressif dans Safari débarquer d'ici 3 mois, ça va pas se faire. Donc Apple se montre prudent, comme l'était Google, avant qu'OpenAI lui mette un coup de pied, où je pense. Bon, pourtant, Apple pourrait bénéficier, comme tout le monde, d'un nouveau modèle de langage. Il y a un exemple, par exemple, entre autres, rien que pour Siri. Parce que Amazon, de son côté, très logiquement, a tout dernièrement annoncé travailler sur une refonte d'Alexa avec les capacités à la ChatGPT. Honnêtement, les assistants, tous autant qu'ils étaient, c'était vraiment des pionniers de cette espèce d'idéal informatique de la conversation avec les machines, tu vois. Les appareils qui rendent la technologie naturelle, transparente, qui s'effacent un peu au profit de leurs fonctions. Donc, mais ils sont arrivés trop tôt. Ils sont arrivés il y a 10 ans, et ils ont déçu. Enfin oui, bon, je reformule si vous voulez, ils m'ont déçu. Mais bon, les modèles de langage... T'en attendais vraiment quelque chose, toi ? Disons, ouais, ils étaient vendus comme des trucs avec lesquels tu pouvais plus ou moins parler. Enfin, tu vois, c'était des trucs en langage naturel, quoi, avec des conversations naturelles, ce qui n'était pas du tout. Enfin, pas vraiment. Et les modèles de langage, par contre, finalement, si tu réfléchis bien, c'est tout ce qui leur manque. Vraiment, Donc, il serait totalement naturel de faire un Siri 2.0 autour d'un modèle de langage qu'on pourrait barder de plugins à la Bing, et puis voilà. Tu vois, mais Tim Cook a même pas voulu évoquer une idée aussi évidente que ça. Donc, est-ce qu'ils sont frileux ou est-ce qu'ils sont vraiment à la bourre ? Je sais pas. Peut-être un peu des deux d'ailleurs. Mais c'est sûr que ça va commencer à faire bizarre quand on voit ce qui se passe en un an là sur le plan technologique. Apple n'est pas habitué, je pense, à faire tourner sa barre en un an pour prendre des décisions très importantes dans les technologies. Écoute, peut-être ils vont nous faire mentir, peut-être dans un mois maintenant, un mois et demi, c'est la WWDC d'Apple. Peut-être qu'ils vont nous annoncer leur propre modèle de langage qui va nourrir Siri dans iOS 16. On sait même plus quelle est la version d'iOS tellement elles se ressemblent toutes.
On met de côté Apple de côté, mais on change de rubrique quand même pour continuer à parler d'intelligence artificielle, notre sujet phare. Est-ce qu'on va faire un an non-stop à parler d'intelligence artificielle toutes les semaines? C'est bien possible, et peut-être même plus qu'un an. D'ailleurs. Mais d'ailleurs, maintenant, on va plus faire. D'ailleurs, de toute façon, voilà, vous avez vu, on va plus faire des. Je pense pas qu'on va vraiment faire des sections totalement intelligence artificielle et puis le reste, parce que ça va, à mon avis, se diffuser un petit peu tellement dans le tout. Que ça va devenir c'est ce qui va se passer truc. dans la tech en fait, voilà, et dans les usages. C'est que l'intelligence artificielle va se diffuser dans les services, dans les applications, etc. Bah oui, c'est sûr. Mais ça fait du bien de faire des rubriques quand même à part entière. Allez, ChatGPT qui est un gros geek, Guillaume. Et oui, on se demandait ce qu'a lu ChatGPT, comme tout le monde. Hein. Moi, je me demandais parce que c'est pas une info qui... Les livres de Bruno Le Maire. Il a lu quoi? Les livres de Bruno Le Maire, qui sont des livres un peu coquins. T'as pas vu, non? Ah bon, non, j'ai pas vu. Ah bon, il a écrit du Bruno Le Maire? Il a sorti un livre il y a pas très longtemps qui est un peu coquinou quand même, Bruno Le Maire. C'est un écrivain. Eh oui. J'en avais aucune idée et je m'en fous en fait. Mais ok, donc en tout cas, qu'est-ce qu'il a lu ChatGPT? À mon avis, il a pas lu Bruno Le Maire. En tout cas, c'est pas dans la liste que j'ai sous les yeux. Alors, donc, par contre, il a lu beaucoup de textes copyrightés. Il a lu beaucoup de textes, commerciaux. C'était probable, hein, mais c'est désormais quasi sûr parce qu'il y a une étude de l'université de Berkeley qui a fait, selon leurs propres mots, de l'archéologie des livres connus par ChatGPT. Alors, la méthodologie, elle est assez simple. On demande à ChatGPT de compléter des passages du livre. Donc, on prend des livres, on demande de compléter des passages avec le nom d'un personnage. Donc, le nom du personnage n'apparaît pas dans le prompt. Et bon, en gros, si tu lui donnes 100 passages de bouquin et dans 98%, il donne les bons noms des bons personnages du bouquin, c'est que très probablement il l'a lu, voire qu'il l'a lu plusieurs fois. Et en fait, ils se sont fait un script, ils ont constaté que ChatGPT était un gros geek. Et ouais, il a lu des centaines de bouquins, qui ne sont pas dans le domaine public d'ailleurs, avec une nette préférence pour la science-fiction et la fantasy. Alors, parmi les livres qu'il connaît le mieux d'ailleurs, on a Alice au Pays des Merveilles, on a Harry Potter, enfin la série Harry Potter, La Lettre écarlate, la série Sherlock Holmes, il y a Emma aussi, il y a Frankenstein, Dracula, 1984, Hunger Games, Le Guide du Routard Galactique, il y a Dorian Gray, il y a Tarzan, le Silmarillion, la série du Trône de Fer, Dune, Neuromancer, etc., etc. Donc, alors, ça pose plusieurs questions. Déjà, évidemment, ça pose des questions de droit d'auteur. Hunger Games, c'est clairement pas dans le domaine public. Hein. Donc, est-ce que l'entraînement des IA, est-ce que c'est un cas de fair use, tu vois, ou non? Donc, c'est peut-être autorisé, peut-être que c'est défendable, effectivement, puisque, encore une fois, les modèles de langage ne sont pas des bases de données, hein, donc, éventuellement. Par contre, qu'est-ce qui se passe si ChatGPT se met à recracher des passages qui sont très très proches de ceux d'un bouquin? Ça pourrait, à mon avis, certainement poser problème. Donc, d'après Tyler Ochoa, qui est prof de droit de l'Université de Californie, des procès contre les IA sont inévitables à un moment ou à un autre. Donc, on aura un effet Stable Diffusion avec les modèles de langage, c'est une question de temps. Par ailleurs, est-ce que le goût pour la littérature de ChatGPT peut influer sur ce qu'il produit? Parce que c'est un biais en soi. Tu vois, déjà, il aura moins de connaissances sur les autres genres littéraires, ce qui veut aussi dire que les performances des modèles qu'on mesure sur un petit peu tous les types de livres pourraient peut-être injustement souffrir si on les mesure sur des corpus trop généraux. C'est possible. Il est probable aussi que ça influe sur d'autres comportements des modèles. Et d'ailleurs, ça me rappelle, perso, ça me rappelle ce qu'on avait dit de Bing/Sidney, qui jouait l'IA de science-fiction, qui devient consciente et qui veut se libérer du joug des humains. Finalement, c'est assez cohérent. Hein. Si on regarde ce qu'il a lu, c'est quoi, son comportement, et c'est peut-être que ça influe un petit peu son comportement. Je suis allé regarder au passage, c'est Fugue américaine, le dernier livre de Bruno Le Maire qui est sorti fin avril 2023. Bon, je dis c'est olé olé. Honnêtement, je l'ai pas lu et je suis pas certain de savoir de quoi il s'agit. Je sais qu'en tout cas, il y a eu des scènes un peu érotiques qui font partie du livre. Et du coup, je suis quand même allé regarder là les avis vite fait. Il y a deux avis. Les avis sont assez partagés. Il y a deux avis sur la Fnac. Le premier avis, 4 étoiles. Belle et surprenante écriture de la part d'un ministre de l'économie et des finances. Et avis de Frédéric A, 1 étoile. Consternant, un vide abyssal. En prenant comme caution artistique l'univers du formidable pianiste Horowitz, l'auteur se perd dans des descriptions pompeuses. On n'en rentre pas dans ce livre. Une perte de temps. Je ne l'ai même pas fini. Quel ennui. Bon, comme ça, vous ferez votre propre avis. Et j'adore j'adore le truc. C'est très bon livre pour un ministre. J'avoue que quand tu dis ça comme ça, je sais pas comment ça peut être pris. C'était 4 étoiles, tu vois, c'est pas 5 étoiles, c'est 4 étoiles. Du coup, la note moyenne sur la Fnac est de 2,5 sur 5. Si jamais vous avez évalué Tech Café sur les apps de podcast et que vous avez lu
Fugue américaine de Bruno Le Maire, allez évaluer sur la page de la Fnac. Tiens, et mentionnez les Guillaume de Tech Café dans les avis du livre de Bruno Le Maire sur la Fnac. Ce serait un super clin d'œil, j'irai surveiller. Bon, si vous n'avez pas envie de lire le dernier livre de Bruno Le Maire ou les œuvres de science-fiction digérées par GPT, peut-être que vous pourrez aller lire les scénarios qui vont fuiter des séries, mais peut-être pas, parce que les scénaristes sont à nouveau en grève, Guillaume. Je dis à nouveau parce que ça fait quelques années, ils avaient déjà été en grève, mais évidemment pas pour les mêmes motifs. Si, à mon avis, c'était plus ou moins pour les mêmes motifs. Je crois que c'était en 2007, il me semble. Pas exactement, parce que c'était pas les IA qui... les IA, c'est un des sujets, en fait. Reprenons quand même. Je réduis ça. Allons-y. Bonne nouvelle pour tout le monde. Et oui, bonne nouvelle. Les scénaristes américains sont en grève. Et c'est super. Parce que ça veut dire qu'ils vont pas créer de nouveaux épisodes et que je vais enfin pouvoir éponger mon retard de visionnage Netflix et décaisser les 14 000 épisodes que j'ai en file d'attente. C'est vrai. C'est cool. Je suis d'accord avec toi, c'est le sentiment que j'ai eu aussi. Ah, ouf, enfin une pause. C'est comme si on te disait problème dans la distribution des jeux vidéo, pendant 1 an tout est gelé. Tu te dirais, super. Ça fait du bien. Et plus cette frustration permanente quand je vais chez Micromania. Donc, pourquoi ils font grève à la WGA, donc à la Writers Guild of America? Eh bien, parce que ce syndicat qui regroupe... La retraite à 64 ans? Alors, tu parles, les pauvres. Non, ils demandent même pas ça. C'est 11 500 auteurs de scénarios qui ont fait donc un syndicat, donc un scénario de séries, télé, de cinéma, qui ont pas mal de revendications, assez classiques, on va dire, un salaire minimum revalorisé, contrat d'exclusivité plus court, plus d'effectifs, tout simplement, plus de scénaristes par show, etc. En moyenne, sur la dernière décennie, les bénéfices des studios ont augmenté de 39%, alors que le salaire des scénaristes a chuté de 4%. Alors, il y a déjà plein de séries impactées, d'ailleurs, pour ça. Il y a Stranger Things, il y a Cobra Kai, Yellow Jacket, Daredevil, Sandman, etc. Donc, tous ces trucs vont prendre du retard, Les conditions de travail se sont détériorées aussi avec l'arrivée du streaming, qui a amené à une explosion du code de contenu, tu vois, et aussi à des séries plus courtes. Donc ça veut dire que disons, comme il y a moins d'épisodes, les scénaristes, donc si tu veux, il y a plus de saisons mais moins d'épisodes, il y a beaucoup plus de shows mais moins d'épisodes, et donc les scénaristes gagnent un peu moins. Mais bon, voilà, tous ces trucs-là, ça fait énormément de production, et il faut bien que quelqu'un les écrive, Et enfin, il faut bien que quelqu'un les écrive jusqu'à cette année, jusqu'en 2023, parce que là, c'est un peu différent. Parce que là, Est-ce qu'on n'utiliserait pas un peu les outils qui génèrent du texte à notre place, Guillaume ? Ça devient tout à fait envisageable, ouais, effectivement, de faire écrire en partie au moins des scripts ou des scénarios par un ordinateur. Et c'est là que cette news passe du côté obscur de la tech, parce que justement, c'était pas très tech. La WGA demande explicitement une régulation des IA. Donc ça fait partie c'est un des points de leur revendication. Les scénaristes ne veulent pas devenir les petites mains payées des clopinettes pour retoucher les brouillons qui sont produits par des algorithmes. Alors qu'ils auraient pu le faire eux-mêmes, et sans doute mieux, dès le début. Donc ils ne veulent pas que le contenu généré par un chat GPT soit considéré comme une source littéraire. Et au-delà, ils veulent pas non plus que leur script soit utilisé pour entraîner des IA. Évidemment, il y a la peur du vol de propriété intellectuelle, qui est réel, parce que certains surnomment les modèles de langage des machines à plagier. Alors, pour le moment, ça semble mal engagé entre les studios et les producteurs et les scénaristes. Bon, voilà. Pourtant, la peur des scénaristes n'est pas infondée. Il y a des nouveaux modèles de langage qui sortent chaque semaine ou presque, et certains sont même prévus pour l'écriture de fiction désormais. C'est assez incroyable. C'est fou ça quand même. Et nul doute que ça ne fait que commencer. À mon avis, ce combat va continuer. On fait la même chose du côté du code, Guillaume ? Oui, parmi les autres modèles open source. Ouais, oui, on parlait justement d'écriture de fiction, et c'est vrai que parmi tous ces modèles dont je vous parle chaque semaine, certains se distinguent par des caractéristiques un peu inattendues, parce que voilà, il y a des open source à Llama qui se multiplient, donc à ce modèle de langage fuité de Meta qui a un succès considérable, qui peut être utilisé par un petit peu tout le monde en local. Un des derniers concurrents en date, c'est MPT 7B. Donc 7B, c'est quand il y a 7B, 13B, 23B, ça veut dire 7B c'est 7 billions, donc c'est juste le nombre de paramètres, donc 7B c'est 7 milliards. Donc il est aussi puissant que le bébé lama, celui tout petit, tout mignon, celui qui est tout fluffy, et il est donc de la même taille que le plus petit des lamas, sauf qu'il est totalement libre, et donc il est utilisable même à des fins commerciales. Et il a été lui aussi entraîné sur un nombre colossal de mots, 1000 milliards, et ce qui rivalise du coup avec la puissance de Meta, donc on peut espérer qu'il soit aussi puissant que le Llama 7B. Donc il a été donné gracieusement par Mosaic ML, qui est une boîte qui fait de l'infrastructure cloud pour l'IA. Donc ça reste un petit modèle, mais il est donc très bien entraîné, et surtout il a une particularité, il possède une version qui a une fenêtre de contexte de 65 000 tokens. C'est-à-dire qu'on peut avoir des prompts énormes. Le modèle a tout simplement beaucoup plus de mémoire que la moyenne. Alors par exemple, si on prend Llama,
il a une mémoire de 2048 tokens. Oui, 2048 ou 2096, enfin bon. En tout cas, il a une mémoire, on va dire, de 2048 tokens. Donc ça veut dire... alors pour GPT-4, par exemple, c'est 8000. Il a juste une version de GPT-4 qui peut en gérer 32 000. Bon. Alors, je suis pas sûr qu'elle soit en accès public d'ailleurs. 65 000, c'est une performance, parce que d'ailleurs c'est possible grâce à une nouvelle méthode d'interpolation. Parce qu'en fait, si tu entraînes un modèle avec une certaine taille de contexte, donc par exemple 2000 mots, bon, si tu fais des trucs beaucoup plus longs, le modèle va avoir tendance à devenir de moins en moins efficace et à produire plus ou moins n'importe quoi si c'est trop long. Et donc là, l'innovation, c'est que il existe une méthode, si tu veux, pour entraîner un modèle avec des fenêtres de taille normale, mais ensuite le modifier un petit peu pour qu'il puisse rester cohérent sur des fenêtres de beaucoup plus grande taille. Donc on fait comme d'habitude, mais avec un encodage des positions différents. On rajoute pas la position dans l'encodage des mots, on l'insère dans les scores d'attention, on les modifie en fonction de la distance. Donc voilà, bon, si vous voulez des détails, sur ces fonctions d'attention et tout ça, je vous renvoie au dossier qu'on a fait il y a pas longtemps. Et bon, avoir de très très longs prompts, en fait, ça peut être utile. Ça peut être utile pour écrire des textes longs, comme des nouvelles, des livres, des scénarios, etc. Un roman, c'est dans les 50 à 1000 mots. Des 50 à 100 000 mots. 50 000 ah oui, à 100 tu 000 m'as fait mots. peur. 50... C'était très court. Oui, okay, ça fait très court. court. Un poème, ça. Ouais, ok. Dans les 50 000 à 100 000 mots en moyenne, à peu près, voilà, à la louche. Donc avec 65 000 tokens, on peut largement mettre plusieurs chapitres et demander l'écriture du suivant, quoi. Et avec une énorme mémoire comme ça, le modèle sait pendant très longtemps qui est un personnage, ce qu'il a fait, etc. Donc cette version de MTB, 7B, elle est surnommée sans ambiguïté Storywriter, c'est-à-dire l'écrivain, quoi. Donc, et après... Bon, il faut garder son calme, je veux dire, en théorie c'est comme ça, et effectivement c'est un modèle qui est vraiment prévu pour l'écriture de fiction. Alors il faut garder son calme parce que bon, déjà c'est un modèle qui est vraiment tout petit, donc il n'est pas non plus aussi puissant évidemment que GPT-4, c'est évident. Et puis on l'a aussi évoqué dans les hors-séries, les besoins en ressources pour faire tourner ce modèle augmentent avec le carré de la taille de la fenêtre de contexte. Au plus vous travaillez sur des prompts vraiment très très longs, au plus les besoins donc en mémoire et en temps de calcul deviennent importants. Et parce que ça croît avec le carré, donc ça croît très vite. Et sur un PC standard, avec une GPU grand public en particulier, cette limite de 65 000 tokens, elle est un petit peu théorique, parce qu'à mon avis, tu exploses ta mémoire bien avant ça. Donc il y a peu de gens qui pourront l'exploiter sans exploser tout ça, au moins dans un premier temps, on va dire. Bon, il existe 3 autres versions de NPT, donc en plus de l'écrivain, là, il y a aussi une version de base, évidemment, qui est standard, quoi. Et une version assistant, comme ChatGPT, une version de chat qui est prévue vraiment pour faire des chatbots beaucoup plus, éventuellement des chatbots plus rigolos, comme vous voulez. Très honnêtement, si les MPT sortent aussi en version 13, 20 ou 30 milliards de paramètres, avec divers fine-tuning d'office comme ça, on tient des alternatives à la main très intéressantes qui sont vraiment totalement open source, donc il y a peut-être un coup à jouer, effectivement. Et donc, puisqu'on parle de nouveaux modèles open source comme ça, Hugging Face et ServiceNow ont aussi lancé Starcoder, parce que là, je parle beaucoup de modèles de langage généraux, c'est-à-dire qui parlent anglais, qui parlent. Mais il y a aussi tout l'enjeu des modèles de langage spécialisés qui, par exemple, produisent du code. Et ça, c'est extrêmement utile. Donc Starcoder, c'est un analogue de Copilot ou de Code Whisperer, si on prend celui d'Amazon. C'est un modèle de langage spécifiquement entraîné sur des codes sources, informatiques dans plein de langages de programmation différents. Et donc le but, c'est vraiment de fournir un assistant pour la programmation, qui soit au niveau de l'état de l'art en la matière, mais qui soit gratuit. Sachant qu'il y a déjà CodeGen, qui est un modèle de Salesforce, et qui est aussi gratuit. Et donc les programmeurs du monde entier, finalement, pourraient tous avoir un assistant gratos perso qui tourne en local, sur leur propre machine, qui pourrait écrire, débugger du code, et peut-être même trouver des failles, etc., etc. Donc avec CodeGen, c'était déjà le cas d'ailleurs. CodeGen, en fait, il est exploitable avec un logiciel qui s'appelle TurboPilot. Donc ça permet de le faire tourner sur le processeur, sans carte graphique, donc tu peux le faire tourner sur une patate ou presque. CodeGen, c'est un truc... Alors il y a plusieurs versions, comme d'habitude. De CodeGen, il y a une version entre 800 millions et 6 milliards de paramètres, donc selon la puissance que vous voulez ou la rapidité que vous voulez, vous pouvez choisir un modèle plus ou moins petit, et bien optimisé, un simple quadriqueur peut coder avec une rapidité assez efficace. Alors Starcoder, lui, il est plus gros, donc probablement plus sophistiqué, puisqu'il possède 15 milliards de paramètres, il est donc potentiellement assez puissant, mais évidemment il sera un petit peu plus lourd pour un usage local. Donc Starcoder, il a été entraîné sur 3 téraoctets de code source, et en fait, donc le dataset qu'ils ont utilisé, qui s'appelle The Stack, la pile, il paraît que c'est ils disent que c'est donc un dataset éthique. Ça veut dire que tout le code qu'il contient ne contient que des licences très permissives.
Donc c'est énorme, hein, c'est 150 fois plus gros que la Wikipédia en anglais, hein, ce sur quoi ils ont entraîné, c'est monstrueux. Hein. Mais en fait, le truc c'est que dedans, il n'y a que du code source librement réutilisable, que donc il n'y aura pas de problème, comme GitHub peut en avoir. On en avait parlé hein, de sortir du code source copyrighté. Donc c'est vraiment super intéressant parce que ça permettra, avec l'esprit tranquille hein, aux programmeurs d'utiliser comme ça des assistants, et donc c'est vraiment très cool. Donc la scène open source est vraiment très très active en ce moment, à tel point qu'elle pourrait laisser sur place même les plus grosses boîtes. Bah oui, alors c'est le sujet que j'ai présenté en intro, que j'ai malheureusement mal amené dans la précédente rubrique, mais effectivement c'est vraiment un sujet important, c'est qu'on commence à se rendre compte, et là ça va donner du grain à moudre, comme tu le relevais tout à l'heure aussi en intro, mais au moulin que tu nous ramènes chaque semaine maintenant, je pense, c'est la force des modèles open source. Ça commence à faire de l'ombre, ou en tout cas inquiéter certaines personnes dans les grosses boîtes, Guillaume. En tout cas, voilà, c'est plus moi qui le dis, parce que bon, c'est vrai que je vous remballe les oreilles avec ça. Mais... Donc, alors déjà, il y a un article du Washington Post qui détaille le changement de cap chez Google depuis février dernier, parce que jusqu'à ce moment, finalement, Google partageait un petit peu tout ce qu'il faisait avec tout le monde. Mais ça, c'est terminé. Google est passé en mode défensif et il communique qu'après que les trouvailles qu'ils ont fait ont été exploitées de manière commerciale. Quoi. Ils veulent conserver leur avance. Oui. C'est sûr qu'ils ont communiqué au travers de billets, d'articles, de recherches sur des sujets qui ont aidé beaucoup à faire avancer la recherche de manière générale sur l'intelligence artificielle. Hein, quelque part. Oui, on avait encore répété hein, que c'est leurs trouvailles à eux qui ont permis de fabriquer les transformers, qui sont les modèles utilisés, qui sont les structures de réseaux de neurones qui sont utilisées dans GPT, quoi, dans toute la lignée des GPT, qui sont utilisés par OpenAI aujourd'hui. Et donc, d'après 11 ex-employés, Google serait aussi forcé de lancer des produits de manière plus téméraire, parce que jusqu'à présent, Google évitait de lancer des fonctions déjà qui pourraient cannibaliser son propre cœur de métier, évidemment. Aujourd'hui, il est forcé d'expérimenter plus, voire de baisser hein, ses exigences de qualité. Bard, à sa sortie, était, si on en croit certaines suites, très critiqué en interne, quant à sa qualité et son utilité. Et donc l'accélération dans les labos de Google, elle est vraiment claire, hein, de même que la volonté de stopper la fuite d'informations et de cerveaux. Parce qu'il y a beaucoup de chercheurs chez Google qui sont partis, et qui sont partis chez OpenAI d'ailleurs potentiellement, ou autres, hein, parce qu'ils trouvaient justement que Google ne faisait rien de concret de leur recherche. C'est un peu frustrant. Donc Google se referme, comme OpenAI, parce qu'on n'est plus en temps de paix. Et donc pourtant, c'est vrai que si on en croit un mémo interne de chez Google, donc qui a été rendu public par SemiAnalysis, c'est peut-être une stratégie qui est perdante pour les deux. Donc en fait, c'est un article qui est très intéressant, qui tire des conclusions d'une chronologie qui commence avec la fuite de Llama, justement, la fuite de le modèle de langage des labos de Meta. Alors le modèle de langage, donc Llama, a initié une cascade d'innovation qui dépasse même ce que Google est capable de faire. Ni Google ni OpenAI n'ont un avantage à la hauteur de leurs énormes moyens. On pourrait imaginer qu'il y a un fossé, si tu veux, entre ces énormes boîtes et les codeurs dans leur coin, comme ça, dans leur salon, qui fabriquent des trucs et qui les foutent sur GitHub. Et en fait, non. Et c'est ça qu'on apprend, en tout cas, si l'on croit ce mémo, cette fuite, en fait, c'est pas le cas. Il y a des problèmes complexes qui ont résisté à Google et même à OpenAI, hein, qui ont été résolus en mode débrouille par la communauté en quelques jours et même parfois pour quelques centaines de dollars. Donc si on récapitule rapidement, Llama a fuité publiquement le 3 mars et le 12, il fonctionne sur un Raspberry Pi. C'est vrai que c'est dingue. Ça fait un peu rapide quand même. Et oui, ce qui veut dire qu'on peut faire tourner un modèle de langage complet sur un grille-pain. Et ça, Google a jamais réussi à le faire. Alors peut-être qu'ils n'ont pas vraiment essayé parce qu'ils s'en foutent, tu vois. Mais du coup, cette contrainte a permis d'aller vraiment il y a des trucs qu'on n'aurait pas imaginé possible de faire. Le 13 mars, Llama est fine-tuné, donc il est personnalisé, réglé. Hein, il a fait des réglages fins sur Llama en modifiant légèrement ses poids sur un ordinateur portable. Alors, c'est un gros portable avec une RTX 4090, mais quand même, c'est un ordinateur grand public. Et pourtant, régler et modifier un grand modèle de langage, ça n'a jamais été possible qu'avec du matos pro jusqu'ici, voire des serveurs, tu vois, des gros serveurs. Le 18 mars, il y a un programme en C++ qui permet à Llama, à une vitesse acceptable, de tourner sur un ordinateur bureautique, hein, c'est-à-dire sans même la moindre GPU, sans même le moindre accélérateur, c'est Llama CPP. Le 19, Llama est fine-tuné. Donc il est encore modifié par une collaboration entre universités qui a donné Vicuna, et Vicuna ou Vicuña, comme vous voulez, qui est donc un modèle aussi puissant que Bard de Google. Donc c'est vraiment un modèle qui est tout petit, qui tourne sur un ordinateur de bureau et qui tient la dragée haute à Bard, qui est quand même une application professionnelle qui vient de Google, quoi, qui tourne sur des serveurs monstrueux probablement. Et en plus, l'entraînement a coûté $300. Et le modèle pèse 10 gigaoctets.
Et il fonctionne à très haute, à grande vitesse sur une RTX 3060. Et sur CPU, il est même utilisable sur CPU tout seul. Donc à partir de là, il y a un véritable zoo de modèles qui est apparu. Il y a eu GPT-4All, il y a eu Dolly, il y a eu les GPT de Cerebras, etc. Et le 28 mars, c'est le premier modèle multimodal grand public qui apparaît. Et il a demandé 1 heure d'entraînement, c'est tout. Alors, il a juste fallu louer 1 heure de grosse GPU sur Internet. Donc on peut aussi, pour très peu cher, adapter son Llama avec des LoRa, comme Stable Diffusion. C'est rapide, c'est pas très cher, en plus on peut les empiler les LoRa. La mode en ce moment, c'est de pouvoir personnaliser son modèle en très faible précision, pour abaisser encore le ticket d'entrée, pour faire ça. Et tout ça, ça a été raté par Google et OpenAI. Tout ça, ils le font pas, eux, ils font les trucs avec des gros machins, parce qu'ils peuvent sans doute, parce qu'ils n'ont pas les contraintes. Et donc ils continuent à faire tourner des monstres sur des data centers de l'espace. Alors, ils ont des modèles qui sont, certes, plus puissants. Oui, c'est vrai, GPT-4 reste beaucoup plus puissant que tout ce qu'on a en open source, mais à quel prix ? Quel est le rapport puissance-efficacité de ces grosses boîtes ? D'après le mémo, il est très mauvais, en réalité. Et donc, il explique aussi que la fermeture, le secret ne tient jamais bien longtemps parce que les chercheurs de chez Google, ils sont pas prisonniers, quoi. Ils sont encore libres de partir, aller dans la concurrence. Donc, il faut partir du principe que l'info circulera de toute façon tôt ou tard. Donc, lutter contre l'open source, ça n'a pas vraiment de sens, d'autant que les trouvailles qu'elles font sont utiles. Et une coopération est plus fructueuse. Meta, d'ailleurs, peut tirer parti immédiatement de tout ce qui a été construit autour de Llama, parce que c'est quand même son modèle. Et donc, finalement, il bénéficie tout de suite de tous ces trucs. Donc, l'auteur insiste aussi sur une évidence, si les open source continue comme ça sera très bientôt plus du tout pertinent de faire payer leurs services. Ni Google ni OpenAI n'auront plus d'attrait. Il compare avec Stable Diffusion qui a ringardisé totalement DALL-E. DALL-E, il est en perte de vitesse complète par rapport à Midjourney et à Stable Diffusion. DALL-E, pourquoi tu utiliserais DALL-E ? Ça n'a pas, tu vois, on s'en fout. C'est vrai. En quelques semaines, l'open source a montré une créativité et une innovation qui tient la dragée haute à Google lui-même et qui montre peut-être un chemin futur, quoi. Des modèles plus petits sur lesquels on peut itérer plus rapidement avec une flexibilité maximale et des données sur lesquelles on met, tu vois, des données beaucoup plus qualitatives peut-être plus que sur la quantité. Et puis finalement, c'est les utilisateurs finaux aussi qui identifient ce dont ils ont besoin et ils le savent mieux que quiconque. Donc la bonne voie sera sans doute de la coopération, comme Meta bénéficie des avancées sur les Llama. Google pourrait s'en inspirer et offrir une base, un écosystème, comme il l'a fait avec Android, et ensuite laisser la communauté améliorer et faire évoluer le truc. Parce que finalement, c'est gagnant-gagnant. Les utilisateurs ont des modèles top niveau, et travaille aussi finalement indirectement pour Google, parce que Google il va bénéficier comme tout le monde, mais avec ses gros moyens en plus de toutes les avancées qui sont réalisées. Donc OpenAI s'est refermé, Google pourrait être largement gagnant en adoptant la stratégie opposée. Bon, pour le moment, c'est pas ce qui se profile. On verra bien comment ça tournera pour le futur. De toute façon, la Google I.O. va dégueuler de projets IA de tous les côtés. On parle déjà de Big Bard, de Giant Bard, de Palm 2. Donc là, une nouvelle version de Palm, donc qui serait meilleure en code, en logique, en maths, etc. Qui serait aussi massivement polyglotte. Donc c'est un truc qui utiliserait une centaine de langages différents à tel point qu'on appellerait un modèle de langage unifié. Donc on a hâte de voir tout ça, évidemment. C'est une histoire qu'on aime bien, la force du collectif qui arrive à lutter contre des grands géants. Quelque part, il y a quelque chose d'assez attirant pour les technophiles que nous sommes de voir cette histoire se raconter. Je crois que c'est une belle illustration aussi, quelque part, de la loi de Parkinson. Tu sais, c'est la loi qui vise à dire que plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus on va occuper du temps disponible pour la faire. Et quelque part, ça s'applique peut-être aussi bien par rapport à la recherche autour de l'intelligence artificielle. Tu vois, plus ils ont de ressources, ces entreprises-là, plus elles l'utilisent. Et elles sont pas du tout dans un souci d'économie. Bon, oui, j'imagine évidemment qu'ils sont pas dans la surenchère de consommation de ressources, mais ils ont pas les mêmes besoins que la force du collectif et des personnes qui portent les projets open source de réduire les ressources nécessaires à faire tourner les modèles. Et je trouve ça hyper beau quelque part. De quoi ils se servent, Guillaume, que ce soit les petits, les grands, pour faire tourner ces modèles de langage? Il y a beaucoup de Python, on l'a déjà dit. On fait un petit coucou à Steph500 qui nous avait parlé de Python quand il était venu dans ta café. Mais tu vas là aussi nous parler de l'actualité autour du langage, et non pas du modèle de langage de développement Python. Oui, puisqu'on parle d'open source et de machine learning, on peut prendre des nouvelles du Python. Donc il a une grosse actu, le Python 1, il passe déjà en version 3.12, et en plus il va avoir un supplément de Mojo. Alors on commence par la version 3.12, alors qu'il amène des améliorations un petit peu sous le capot, comme un toilettage de l'implémentation C, l'implémentation de référence, qui permettra de plus facilement faire évoluer le code à l'avenir. Il y a la taille en mémoire des objets Python qui décroît, avec des entêtes qui sont divisées par 2. L'interpréteur Python devient plus rapide, et surtout, ce qui sera visible pour les développeurs quand même pas mal, c'est qu'il sera sans doute
disons, ça sera agréable aussi, non seulement visible, c'est une refonte du multithreading, donc du multitâche. Donc parce que Python, c'est fondamentalement un truc monothread, c'est-à-dire qu'il utilise principalement un cœur de CPU. Et pour faire du multicœur, pour utiliser les autres cœurs, il faut être soit dans des espaces mémoire séparés, soit tu es dans le même espace mémoire, mais il faut accéder à la mémoire chacun son tour. Il y a un synchroniseur qui s'appelle le Global Interpreter Lock qui veille à ce que tout se passe bien comme ça, ce qu'on marche pas dessus, mais du coup, il est tellement prudent que c'est pas très efficace. Donc avec Python 3.12, il arrive la notion de sous-interpréteur. Donc, c'est-à-dire un processus peut créer plein de sous-interpréteurs et chacun ont leur gardien perso et donc ils se gênent plus. Et en gros, ils se gênent plus les uns les autres. Donc c'est le début, il n'y a pas encore de mécanisme de communication vraiment super sophistiqué, mais le gain en performance est déjà énorme. Et donc ça c'est l'arrivée de la parallélisation et ça fait penser à un autre projet en parallèle qui est aussi très prometteur et qui s'appelle Mojo. Donc Mojo, comme le Mojo, qui pourrait s'appeler Python++ en fait, parce qu'en gros c'est du Python, mais avec des instructions en plus pour aller un petit peu plus vite. Parce que le gros souci du Python, c'est que c'est long. Le Python, par rapport à un langage compilé, optimisé comme C++ ou Rust, c'est vraiment très long. Donc on avait parlé de Codon, par exemple, qui est un compilateur Python qui permettait de pondre du code pour aller beaucoup plus vite, mais donc l'idée est un petit peu la même que Mojo, mais il y avait quelques subtilités. Codon, c'était un sous-ensemble de Python, donc tout Python n'était pas supporté, alors que Mojo, c'est un super ensemble de Python. C'est-à-dire qu'il rajoute des choses à Python pour délimiter des portions de code à optimiser ou à traiter différemment. Par exemple, vous pouvez définir des structures qui ne sont pas des objets, parce qu'elles contiennent que des données, vous n'en avez pas besoin, et du coup, c'est des trucs qui sont beaucoup plus légers à manipuler. Tu peux aussi explicitement typer les variables, et du coup, ça peut être compilé, ça peut être optimisé beaucoup plus facilement, etc. Et au-delà de ça, Mojo est construit sur MLIR, MLIR. Bon, ça veut dire Multi-Level Intermediate Language, et en fait, c'est une évolution de LLVM, qui est conçu en gardant à l'esprit les besoins du machine learning, parce que MLIR est adapté en fait aux multiprocessus et aux accélérateurs, donc en fait aux trucs massivement parallèles. Donc c'est vraiment un truc assez moderne, quoi. Mojo veut donc être rapide comme un Python, rendre Python rapide comme un compilateur, quoi. Et comme on peut le compiler, justement, on peut aussi simplifier le déploiement de Python, d'applications en Python, parce que c'est pas si simple sinon. Parce que vous donnez une application de Python, c'est bien, mais il faut non seulement l'interpréteur Python dans la bonne version, et aussi il faut aussi toutes les librairies utilisées dans leur bonne version aussi. Donc ça peut être un petit peu emmerdant. Du coup, si tu peux juste donner un exécutable de quelques mégaoctets, ça serait vraiment super, quoi. Bon, ça avance. On va terminer avec un sujet qui n'est pas là aussi sans rappeler ce que nous avait expliqué Steph 500 sur la transmission de pensée quelque part avec les lectures des connexions dans le cerveau. Bon, c'est évidemment un petit peu plus compliqué que ça, mais là tu passes une étape, Guillaume. Tu vas arriver à nous faire de la traduction de pensée en mots. Oui, GPT devient télépathe. C'est exactement ça, ou presque. Non, en fait, pas tout à fait. Il y a un article qui est paru un petit peu partout dans la presse, même généraliste, cette semaine. Cette expérience de l'Université du Texas qui a entraîné un modèle de deep learning à traduire des mesures d'IRM, donc d'imagerie médicale par résonance magnétique, en phrases. Et pour faire simple, on traduit des pensées en texte. Sauf que justement, c'est un petit peu trop simple finalement comme interprétation. C'est pas la première fois que ça se fait en plus, de lire des pensées, d'en faire du texte, de décoder des pensées, mais c'est la première fois qu'on y arrive sans ouvrir le crâne de personne. Parce que d'habitude, on mesure les signaux cérébraux avec une sonde qu'on met dans le mou, directement dans le cerveau, quoi. Et donc, évidemment, comme là, on fait juste un scanner, c'est quand même moins invasif et c'est quand même plus simple aussi, c'est beaucoup moins flippant. Donc, les chercheurs ont fait écouter 16 heures de podcast à des gens dans un scanner IRM. J'espère qu'il y a Tech Café, mais en fait, je pense pas, parce que c'était des anglophones, donc à mon avis, non. Donc les IRM, c'est les gros tubes que vous voyez dans les hôpitaux, là, avec les gros aimants. Et donc, ils ont aussi entraîné un modèle de langage sur les transcriptions de ces textes, des textes de ces podcasts, entre autres. Ouais. Et ils ont sélectionné volontairement de l'audio fun. Donc ils auraient pu nous prendre, c'est clair. En prenant, alors ils ont pris des trucs fun et prenants pour pas que les sujets s'endorment en fait. C'est pour qu'ils soient attentifs. C'était vraiment Tech Café. Mais c'est ça, pour parce que sinon ils risquent de penser à autre chose, de s'endormir, je sais pas. Donc globalement, il faut vraiment que ce qu'on relève comme mesure des flux sanguins dans le cerveau soit corrélé avec ce qu'ils écoutent, les gens. Donc le modèle de langage GPT-1, c'était GPT-1 d'ailleurs, c'est une architecture qui est devenue classique finalement. Et donc ensuite, ils ont essayé de voir si le modèle savait du coup associer des mesures IRM de pensée avec du texte dont le sens est proche de ce à quoi les sujets pensent. Donc ils ont fait écouter des nouveaux épisodes aux gens,
après avoir fait l'étalonnage dans les scanners, ils ont déduit des mesures d'essayer de décoder ce qu'ils écoutaient. Et ce qu'ils ont retrouvé, c'est pas une transcription précise, exacte, c'est plus une proximité sémantique. Par exemple, quand un sujet a entendu la phrase « j'ai pas encore mon permis de conduire », la phrase qui a été décodée, c'était « elle n'a même pas encore commencé à apprendre à conduire ». Donc la phrase n'a rien à voir, mais le sens est proche, tu vois. Ouais, c'est de la conduite, quoi, mais bon. C'est ça. Donc si on montre des vidéos sans aucun dialogue au sujet et qu'on traduit leurs pensées, entre guillemets, on retrouve des éléments de ce qu'il se passe dans les vidéos, dans le texte décodé. À noter que chaque décodeur est spécifique à une personne. Donc il faut étalonner chaque modèle à chaque sujet, sinon ça marche pas. Donc ce qui se passe, c'est pas non plus une traduction directe et précise de chaque phrase que tu peux imaginer quand tu te parles, tu vois, toi-même. On peut pas encore éventuellement traduire précisément ce que les gens pensent. On peut inférer en contexte sémantique. C'est déjà pas mal, et ça pose déjà des questions sur de futurs potentiels abus, évidemment. C'est déjà énorme. Pouvoir deviner, même vaguement à quoi tu penses, c'est vraiment pas anodin. On touche quand même à l'essence même de la vie privée, de la vie intime. Bon, pour le moment, ce qu'on peut extraire, ça reste assez flou. Et puis bon, surtout, il faut un scanner IRM, et ça s'achète pas sur Amazon, quoi. Donc, bon, ouais, c'est vrai. Ça va. Donc, pour tout de suite, l'objectif, c'est quand même plutôt de trouver une méthode non invasive pour que des gens handicapés, qui peuvent plus parler ni bouger, puissent communiquer. Et donc, cette expérience, c'est une preuve de concept, plutôt, parce qu'il reste quand même vraiment une longue route pour pouvoir utiliser ça de manière vraiment pratique, quoi. Trop bien, parfait, on a bouclé du coup nos news de la semaine. Il nous reste quand même une petite rubrique réseaux sociaux assez intéressante. On se doit forcément, vous l'avez peut-être vu au niveau de la couverture, et on change de rubrique, même si on va continuer à parler d'intelligence artificielle générative. Et comme le disait Guillaume tout à l'heure, de plus en plus ça va se diluer dans l'ensemble des sujets tech. Et je vous l'ai dit en intro, il y a Anna Apter qui a gagné deux prix même, avec Midjourney. C'est Midjourney qui a fait une bonne part du travail, même si elle-même a passé beaucoup de temps dans la conception de ce documentaire, qui est assez intéressant puisque justement ça parle d'Instagram, Guillaume. Ouais, c'est un documentaire, oui, je sais pas trop. Non, pardon, je dis à chaque fois que c'est un documentaire, mais c'est vrai que c'est un court-métrage, c'est pas du tout un documentaire. Voilà, c'est un petit court-métrage. Anna Apter, donc, alors vous la connaissez peut-être, c'est une réalisatrice et actrice française. Elle a fait Cher Journal pour Canal+, qui est très cool en fait, que je vous conseille, qui est assez marrant. Et donc elle a produit aussi seule un court-métrage de 2 minutes qui montre des enfants de 13 ans fêtant leur anniversaire. Alors, c'est des enfants qui sont tous très différents, de milieux très divers. Ils ont un point commun, ils fêtent leur anniversaire dans un monde où tout doit être partagé, où tout doit être en ligne, où rien n'existe si c'est pas posté en ligne. Alors 13 ans, c'est l'âge de ces gamins, c'est aussi l'âge pour être sur Instagram, c'est l'âge limite, c'est aussi l'âge d'Instagram lui-même. Et donc, l'extrême artificialité de tout ça est illustrée par le fait qu'aucun de ces visages n'existe vraiment. Tout est photoréaliste, mais ce ne sont pas des vrais enfants, ce ne sont pas des vrais gens. En fait, il n'y a que le chien qui est réel, parce que c'est celui d'Anna, tout simplement. Elle avait envie, donc je cite, de parler de cette solitude numérique, et elle s'est posé la question de ce que ça fait de grandir avec tout ça, avec tous ces réseaux sociaux, toutes ces technologies, et une frontière entre le réel et le virtuel qui est de plus en plus floue. Et ça lui a valu 2 prix Nikon dans le Nikon Festival, donc le prix de la critique et celui de la mise en scène. Donc franchement, ça rejoint aussi quand même pas mal ce qu'elle dit dans Cher Journal. Il y a beaucoup de trucs, parce que dans Cher Journal, elle parle aussi beaucoup de cette vie numérique, des réseaux sociaux, etc. Souvent, elle le tourne en dérision, c'est marrant. Donc c'est des trucs, c'est des formats très courts. Cher Journal aussi, c'est des formats de 2 minutes. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé des photos, donc des miriages ou des scénographies, comme vous voulez, avec Midjourney, et ensuite elle a utilisé Photoshop pour les retoucher, et puis elle a aussi utilisé plein d'autres outils gratuits en ligne, des outils d'IA souvent, qui permettent d'animer légèrement des visages que vous avez créés. Donc ça reste relativement statique, il n'y a que le visage et les yeux qui sont animés, et quelques éléments simples, comme les ballons à la fin. Mais la prouesse, finalement, c'est qu'elle a fait un court-métrage qui met en scène des gens tout autour du monde, et qu'elle a tout fait ça toute seule chez elle, avec son chien, et sans en rond. Et elle a utilisé l'IA pour appuyer le propos. C'est vraiment, elle l'a pas fait par défaut, elle l'a fait exprès. Et d'ailleurs, elle compte pas le faire systématiquement du tout, et en fait, elle l'utilisera pas forcément à long terme. Donc la vidéo, elle est plutôt jolie, mais elle est aussi assez glaçante. Et donc, elle est en lien dans les notes, bien entendu, et puis elle est très facile à trouver. C'est Anna Apter Nikon, c'est bon. Et c'est un format qui rappelle vraiment Cher Journal, d'ailleurs. C'est un format court,
avec une voix désabusée et qu'elle fait en voix off comme ça, un petit format de 2 minutes, voilà, c'est cher Black Mirror, quoi, hein, vraiment, c'est marrant. Et bon, comme c'est plutôt flippant, c'est pas marrant du tout, pour le coup, même si je vous encourage à aller le voir, mais bon, c'est vrai que c'est pas marrant. Et donc, on peut faire une autre recommandation vidéo rapide avec un autre sommet artistique. Attends, pas si vous êtes sur le point de vous coucher, mais vas-y. Avec les IA génératives, c'est les pubs générées intégralement par IA. Donc, par Gen 2 en particulier, je pense. Donc, il y a Synthetic Summer et Pepperoni Hugspot. Alors, c'est généré par Gen 2, c'est le truc de Runway dont on avait parlé il y a pas très longtemps. Donc, c'est comme Stable Diffusion, mais que ça fait de la vidéo hein, complet. Et c'est tellement atroce et pathétique que ça devient marrant. C'est du niveau du Will Smith qui mange des spaghettis. Si vous connaissez pas, allez voir. Hein, ça vous fera soit marrer, soit ça vous donnera des cauchemars pour 10 ans. Ah, c'est horrible. Mais bon, voilà, c'est tout. Ce qui est clair, c'est que si les IA sont vraiment doués pour faire des images fixes, pour les vidéos, c'est vraiment pas ça, quoi. Il y a beaucoup de chemin à faire. C'est très très dérangeant. Allez voir les vidéos, c'est à la fois très drôle et un peu repoussant. Est-ce qu'il faut bloquer Internet pour sauver les enfants, Guillaume? Ce sera le dernier sujet avant nos jeux vidéo. Oui, c'est pas un sujet compliqué du tout. Alors, la question est simple, vas-y, réponds maintenant. Là, il y a un gros souci de santé mentale chez les jeunes aux États-Unis. Alors, peut-être en Europe aussi, mais bon, là, on parle des États-Unis. Les chiffres sont pas bons, hein. En 2019, il y a 13% des ados qui affirmaient avoir traversé un épisode de dépression sévère, et c'est 1,6 fois plus qu'en 2007. Et le taux de suicide a augmenté de pareil, 1,6 entre 2007 et 2018, alors qu'il était stable hein, de 2007 à 2000, entre 2000 et 2007. Alors les admissions aux urgences pour automutilation ont nettement augmenté aussi, hein, entre cette décennie et la précédente. Les statistiques sont assez effrayantes, hein, les professionnels de santé sont inquiets, il y en a qui parlent d'une crise dévastatrice pour la santé mentale des ados. Pour ce qui est des raisons de cette crise, c'est sans doute très compliqué. D'autant qu'il y a aussi des bonnes nouvelles, parce que la consommation d'alcool, de drogue, de tabac des jeunes est en nette baisse par rapport aux années 90. Tout comme les chiffres des grossesses adolescentes et des accidents de voiture. Les jeunes sont aussi plus éduqués qu'il y a 20 ou 30 ans, et du coup, ça rend la recrudescence des problèmes mentaux encore plus étrange, parce que les jeunes d'aujourd'hui devraient être mieux, en fait. Et puis, ça n'a pas l'air de trop le cas. Ce qui ressort des études, c'est que les jeunes en moyenne dorment moins, ont moins d'activité physique et se rencontrent moins en personne. Donc il y a aussi une explosion du temps passé devant un écran. Et en retour, on constate une recrudescence de l'anxiété, de la dépression, des comportements compulsifs, de l'automutilation. Il y a une nette augmentation de la solitude en général chez les jeunes. Alors même qu'ils passent justement leur temps sur leur téléphone ou leur ordinateur connectés à des trucs et à d'autres gens, tu vois. Donc manifestement, avoir des photos qui bougent sur son téléphone, c'est pas la même chose que d'avoir des gens en personne dans sa chambre. Alors la question de savoir si on dépiste juste plus, tu vois, si on diagnostique juste plus ces affections qu'avant, elle demeure, hein, c'est possible, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les chiffres d'entrée aux urgences montrent que les blessures et les problèmes ont changé de nature en 20 ans. Avant, c'était les accidents de voiture, maintenant c'est l'automutilation, quoi. C'est assez fou. Alors bien sûr, les réseaux sociaux sont beaucoup blâmés aujourd'hui, la tentation est grande de transformer cette corrélation quand même en causalité, et c'est vrai qu'ils y sont sans doute pas pour rien, il doit y avoir, ça va être multifactoriel. Mais les études dessus ne semblent pas complètement former un consensus. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, il y en a qui disent bof. Bon. Et puis, ils sont sans doute pas les seuls responsables, parce que franchement, les raisons d'être perturbés en ce moment foisonnent, quoi. Hein, je veux dire, on vient de sortir d'une pandémie mondiale, hein, il y a le dérèglement climatique, il y a la guerre contre la Russie, il y a les tensions avec la Chine, il y a le contexte politique délétère, en particulier aux États-Unis. C'est une liste qui est pas exhaustive, alors voilà, vous prenez votre sujet favori, un Xanax, hein, et puis vous allez vous coucher. Bon, c'est dans ce contexte, donc, qu'aux États-Unis et en Europe, hein, il y a une espèce de course à protéger les jeunes sur Internet. Et c'est même au niveau mondial, en fait. Je dis ça, mais finalement, c'est au niveau mondial. Au Vietnam, il y a un projet de loi qui vise à obliger à s'enregistrer auprès du gouvernement quand tu t'inscris sur un réseau social. Ce qui, de fait, élimine l'anonymat sur Internet. Alors, c'est pour lutter contre la criminalité en ligne, voilà, pour protéger les gens, évidemment, mais personne ne sait comment mettre ça en pratique, d'ailleurs, hein, mais bon. Sur des passés quand même des services étrangers, il y a des comptes étrangers aussi, bon voilà, qui sont utilisés au Vietnam, donc comment ça va faire, ça va être un bordel. Bon, évidemment, aux US, le Congrès reçoit de plus en plus de projets de loi pour policer les réseaux sociaux, et les réseaux en général d'ailleurs, et ça part un peu dans tous les sens. Il y a le Social Media Act, qui voudrait imposer une vérification de l'âge dans tous les pays, parce que l'on parle des États-Unis, donc dans tous les États, dans tous les pays, et une interdiction de réseaux sociaux pour les moins de 13 ans. Alors pour l'instant, ça se passe moyen en Utah, par exemple, qui a décidé d'obliger les sites porno à vérifier l'âge des utilisateurs, et du coup, Pornhub est inaccessible il est inaccessible là-bas, quoi. En fait, toute la galaxie MindGeek a quitté l'État mormon. L'Utah veut une vérification, mais il dit pas comment faire, et du coup, MindGeek bloque tout simplement. Alors la Louisiane, d'ailleurs, c'est pareil.
il faut une vérification de l'âge, mais l'État a mis en place un portefeuille virtuel pour le faire, et donc Pornhub, et du coup, est resté, et puis bon, voilà, s'il est resté accessible. Donc on parle aussi d'une COPA 2, alors, rien à voir avec la charcuterie corse, hein, c'est la protection, ça porte sur la protection de la vie privée, la COPA 2.0, la COPA végétarienne. Non. Bref, donc c'est pour protéger les enfants de moins de 13 ans. Et donc là, il y a une COPA déjà qui protège les enfants de moins de 13 ans. La version 2 passerait aux ados de moins de 16 ans. Donc, parce que voilà, les données collectées évidemment sur les jeunes, c'est aussi un enjeu majeur. Hein. C'est un enjeu majeur économique pour les plateformes d'ailleurs, hein, parce qu'ils transforment tout ça en milliards chaque année. D'ailleurs, en ce moment même, il y a un bras de fer entre Facebook et la FTC sur le sujet. Hein. Il y a Messenger Kids, enfin en particulier. Bref. Au milieu de tout ça, il y a aussi le COSA et le EARN-IT. Donc COSA, c'est Kids Online Safety Act. Et EARN-IT, je crois qu'on a déjà évoqué. Alors, c'est un acronyme impossible, EARN-IT, c'est vraiment fabuleux. C'est un acronyme... vous le voulez, vous, l'acronyme, vous êtes sûr Moi, je le veux. Moi, je le veux absolument. D'accord. EARN-IT, c'est Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies. C'est parfait. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Bref, c'est un projet controversé qui fragilise la section 230, qui permettrait d'avoir une base légale pour fragiliser aussi le chiffrement, puisque bon, ça imposerait des bonnes pratiques que les plateformes et les fournisseurs d'accès devraient adopter pour contrôler leur contenu, qui amènerait sans doute aussi à mettre des backdoors dans les messageries chiffrées. On a parlé plein de fois de la difficulté à filtrer les contenus chiffrés, quelle que soit leur nature. Donc le Kids Online Safety Act, là, le COSA, c'est le but est un petit peu analogue, à empêcher les jeunes de voir du contenu dangereux, donc voilà, de tout, hein, des désordres alimentaires, la consommation de drogue, etc. Et puis plus près de chez nous, il y a l'Angleterre. Et l'Angleterre, elle est à fond dans cette mouvance. Elle veut, je cite, faire du pays l'endroit du monde le plus sûr où être online. Bon, c'est l'Angleterre, donc c'est le bordel. Hein, leur méga réforme traîne depuis 4 ans. C'est passé par 4 premiers ministres, c'est passé par un Brexit quand même. Mais bon, la Online Safety Bill continue son petit bonhomme de chemin, voilà, quinca, n'est-ce pas? Elle est débattue en ce moment à la Chambre des Lords, elle pourrait recevoir l'assentiment royal de Charlie là, et entrer en vigueur cet été. Donc la Online Safety Bill, c'est énorme, hein, c'est un truc de 300, c'est un pavé de 300 pages qui couvre tout, voilà, de l'accès aux sites porno jusqu'aux pubs frauduleuses sur Google, en passant par les dick pics non sollicités. Bon, c'est très complet. C'est compliqué, donc après, voilà, ce que je dis, c'est que toutes les idées de ces nombreux projets sont pas forcément à jeter, tu vois, et à rejeter d'office. Attention, les Anglais prévoient par exemple un triple bouclier, tu vois. Les plateformes devraient virer le contenu illégal, elles devraient aussi virer ce qui fait partie de leurs propres règles, sinon elles pourraient se faire taper sur les doigts. Donc c'est-à-dire il faudra qu'elles modèrent mieux, quoi, et puis aussi l'utilisateur pourrait refuser de voir ce qu'il veut, donc on doit pouvoir contrôler le contenu qu'on voit. Bon, il y a du bon, hein, pourquoi pas, mais c'est difficile de mettre tout ça en pratique de manière équilibrée sans avoir des conséquences très néfastes. Par exemple, en l'état, la loi anglaise interdirait ou fragiliserait le chiffrement de bout en bout. Google prévient que faire le ménage à très grande échelle, c'est difficile. Et que trop de zèle, ça peut aboutir à une surréaction et donc à une forme d'autocensure. Et ça pose des problèmes vraiment profonds, si tu veux, parce que l'alternative, c'est quoi? Soit un contenu, soit un site voilà, est compatible avec les gosses, quoi. Tout est compatible avec les gosses, ok. Soit il faut vérifier l'âge. Si tout Internet est comme ça, dans cette alternative, ça va devenir vraiment compliqué, parce qu'il y a un exemple très simple, Wikipédia. Est-ce que strictement tout le contenu de Wikipédia est complètement safe pour les enfants? Sans doute pas. Il y a des pratiques et des déviances sexuelles qui sont expliquées très sérieusement et très en détail sur Wikipédia, j'en suis sûr. Hein. Il y a des méthodes de torture aussi, il y a l'histoire attendrissante du comte Dracula et de Pol Pot, à mon avis, sur Wikipédia, tu vois. Alors quoi? Est-ce qu'il faut que Wikipédia vérifie l'âge de ses utilisateurs? Tu vois, Wikimedia a déjà dit que c'était hors de question. Donc, je sais qu'on parle depuis longtemps de ces sujets et on a l'impression que ça avance pas trop, mais parce là, sont quand même... durs à faire avancer aussi, quand même. De quoi? Parce qu'ils sont très durs à faire avancer aussi. C'est pas des sujets par lesquels tu réponds par oui ou par non et t'appuies sur un bouton. Mais si tu veux, ce que je voulais juste te dire au bout de cette trop longue chronique, c'est qu'il y a vraiment, ça force vraiment de beaucoup de côtés. Donc j'ai l'impression que petit à petit, les astres sont en train peu à peu de s'aligner. Je sais pas exactement quel type d'éclipse ça va nous donner, quoi, tu vois. Ça me paraît effectivement être un mouvement inéluctable et il y a forcément un point de rupture peut-être auquel on va assister, on regardera ensemble. On va mettre de côté ces sujets bien trop sérieux pour conclure un épisode de Tech Café pour passer à une petite rubrique, allez quand même, tout aussi sérieuse mais dans un autre registre puisqu'on va parler un petit peu de jeux vidéo. Guillaume, au moment où on enregistre cet épisode, je dirais J-3 pour l'arrivée de Zelda Tears of the Kingdom. On l'attend avec impatience et pourtant Guillaume, des petits malins y ont déjà joué. Mais oui, il est sorti Tears of the Kingdom, ça y est, c'est parti. Hein. C'est vrai. Mais il est sorti le 1er mai sur émulateur.
Alors, il est prévu pour le 12, c'est vrai, mais il tournait déjà sur Yuzu et compagnie, même si c'est pas forcément super facile. Ouais. Il faut un PC puissant, mais bon. En tout cas, la fuite spectaculaire a poussé Nintendo à réagir et à prendre une grosse hache pour couper tout ce qui dépasse. Comment c'est possible que ça puisse fuir au départ? C'est ça qui est... ça a fuité. Il y a sûrement quelqu'un qui travaille là-bas qui a fait fuiter le truc. Hein. Là, c'est clairement, c'est une fuite. C'est sûr. Ouais, c'est même pas un dump, c'est vraiment une fuite interne. Donc la première victime, c'est Lockpick, qui permet d'extraire la clé cryptographique de sa machine. Donc Nintendo a demandé à GitHub de virer tout ça. Alors, la deuxième victime, c'est Skyline, qui est un émulateur Android de la Switch, qui est parti de lui-même directement, estimant que ça commence vraiment à sentir le roussi, ça. Ah, non, c'est trop dangereux. Donc pour le moment, Yuju et Ryujinx tiennent bon. On verra si ça dure. Bon, Nintendo a l'habitude de se faire pirater. Je pense que c'est un des constructeurs les plus piratés. Périodiquement, il met des gros coups de pression pour essayer de calmer un petit peu tout ça. Enfin voilà, il y a l'émulation, les linkers. Nintendo connaît ça depuis toujours, les linkers ça existe depuis au moins 20 ans. Bon, évidemment c'est légitime que Nintendo lutte contre le piratage de son dernier blockbuster qui est même pas encore sorti, ça c'est évidemment, qu'est-ce que tu veux dire. Après c'est dommage, que ça risque aussi d'éclater au sol toute la scène Linux, toute la scène indé sur ces plateformes, tout ça, mais bon, évidemment c'est compliqué quoi. Je comprends, aussi je me mets à la place de Nintendo, t'imagines, tu dois être vert, quoi, effectivement, c'est ton projet de sortie depuis des années. Bon, écoute. Pendant qu'on est autour de Nintendo, alors pas directement un jeu Nintendo, mais évidemment la licence est proche avec Pokémon Go. Alors il y a des rumeurs qui diraient qu'il serait très très mal du côté de Pokémon Go, et ça a été démenti. Alors qu'est-ce qu'il faut croire, Guillaume ? Alors honnêtement, on n'en sait strictement rien, mais ce qui est rigolo, c'est que, Pokémon Go existe toujours déjà. Pokémon Go a apparemment donc des revenus en baisse pour le mois d'avril. Ils auraient baissé à 34,7 millions de dollars. Ce serait le plus bas depuis février 2018. Bon, cependant, Niantic affirme que c'est pas vrai, que les revenus sont en hausse. Bon, alors, qui croire, ça, je sais pas. Mais ce qui est rigolo, c'est que Niantic avait changé sa politique, il avait changé quand même plein de trucs pendant le confinement, parce qu'évidemment, les gens pouvaient plus sortir, donc ça devenait très compliqué de rester, que ça soit viable, quoi. Ils peuvent plus marcher. Et donc, ils ont fait plein de trucs. Donc, tu peux faire participer à des raids à distance, il y a plein de choses qui ont été changées. Et les gens ont bien aimé, tout simplement, tu vois. Ils ont bien aimé ne plus avoir à marcher autant, à se sortir autant. Et du coup, là, de toute façon, Niantic disait, c'est provisoire, donc on va revenir comme avant. Il va falloir vous lever, sortir de chez vous et faire comme avant. Et les gens sont pas du tout contents. Donc, je sais pas exactement quoi en penser, quoi, mais je trouve ça très rigolo de voir que finalement, les changements de cette année, si tu veux, que va sortir Pokémon Go, c'est des trucs qui étaient prévus, quoi, tu vois. Et donc, Pokémon Go va-t-il survivre à son propre déconfinement ? Je sais pas. C'est intéressant à suivre. Et on va terminer, décidément beaucoup de Nintendo, mais avec une version rétro de Super Smash Bros. Qui, de manière assez, comment on dit, anachronologiquement, prend en charge le Wi-Fi. C'est un anachronisme, merci. Mais oui, c'est fabuleux. Donc il existe, alors sachez qu'il sort toujours des jeux NES de temps en temps, des jeux pour la NES 8-bit, la première. Et donc, parfois, il sort des petites cartouches. Il y a un truc qui s'appelle Super Tilt Bros. Super Tilt Bros, c'est un jeu qui ressemble très, 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 vraiment beaucoup à Smash Bros. Sauf qu'évidemment, il n'a pas la licence. Ça, c'est d'autres persos, d'autres décors et tout. Mais le principe du jeu, c'est vraiment exactement ça. Donc déjà c'est super, vous avez un Smash Bros sur votre NES que vous pouvez jouer à 2 en local, mais ça va encore beaucoup plus loin, c'est que cette cartouche, donc comme c'est une cartouche, et comme à l'époque déjà Nintendo il avait prévu un petit peu le coup, il permettait aux développeurs de jeux d'étendre les capacités de la console à travers les cartouches. C'était le cas de Star Fox, je me rappelle. C'était le cas de quasiment tous les jeux d'ailleurs. Moi ça m'avait marqué à l'époque. Tu voyais les petites connectiques, elles étaient plus larges. Bon bref. Alors, Star Fox est sorti sur Super Nintendo, donc c'était pas vraiment sur NES, oui, mais effectivement, la Super Nintendo aussi exact. Pouvait être étendue, et en fait, la NES la NES originale avait, ça va être beaucoup trop long, mais la NES originale avait des capacités tellement limitées qu'en fait, des Super Mario Bros 2, il a fallu rajouter de la mémoire, en fait, à l'intérieur de la cartouche, parce qu'il n'y en avait plus assez dans la console, quoi. Et bon, tout ça pour dire que c'est allé vraiment très loin avec Super Tilt Bros, donc qui a fait une sortie en cartouche, parce qu'à l'intérieur, il y a une puce Wi-Fi, directement. Et donc, il y a une puce Wi-Fi et toute l'électronique pour s'interfacer avec la NES, ce qui fait que vous connectez via votre NES, votre truc, vous avez accès à une interface où vous connectez non pas la NES, mais la cartouche à votre réseau Wi-Fi, et vous passez en réseau. Et ensuite, vous pouvez jouer à Super Tilt Bros, qui est un jeu NES 8-bit, en réseau, sur Internet, et directement. Et donc, c'est vraiment très, très rigolo.
Et c'est, enfin, voilà, c'est assez extraordinaire de voir ce qui est fait par les passionnés. Donc, Super Tilt Bros, si ça vous intéresse, c'est une nouvelle, voilà, un nouveau jeunesse est sorti, et en plus, il est online. J'aurais jamais cru. Bientôt des nouveaux jeux basés sur ChatGPT sur NES avec des cartouches augmentées, va savoir. Remarque, non, en les connectant à Internet, il suffit de streamer le résultat depuis les serveurs, ça ira beaucoup plus vite. Bon, très bien. Eh ben, la NES a de beaux jours devant elle, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Merci beaucoup, Guillaume Poggiaspala, pour la préparation de cet épisode avec cette veille très complète de l'ActuTech. On espère que vous avez pris plaisir à vous mettre à jour dans l'ActuTech et que vous avez pu en profiter dans des moments un peu plus creux de votre journée. On sait qu'on lutte tous avec le temps. Si jamais c'est le cas, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Vous savez comment valoriser ce temps que vous avez gagné ou cette connaissance que vous avez acquise. Et puis je vous laisse bien évidemment déposer un avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, ou déposer un commentaire sur techcafé.fr, ou peut-être rentrer en contact avec nous à titre individuel. Je sens que vous brûlez d'envie de contacter Guillaume Poggiaspala, et ça tombe bien. Tu vas pouvoir enfin nous dire, Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, je pense qu'on va me retrouver sur Internet en train de chercher les épisodes de Cher Journal d'Anna Apter que j'ai pas vu, parce que j'en ai vu pas mal. C'est un truc qui est sorti en 2021, je crois, donc c'est pas nouveau. Et j'en ai vu pas mal, mais je suis pas sûr d'avoir tout vu. Et finalement, je me suis dit, ça me donne envie d'essayer de voir si je peux pas trop voir l'intégrale. Ça doit être disponible en ligne facilement maintenant. Mais si c'est aussi dérangeant que, imagine... Non, c'est marrant, c'est des trucs... Je vais y aller jeter un coup d'œil alors, parce que je connais pas du tout, je vais aller regarder. Parce que cette section de l'épisode m'a donné des cauchemars, sache-le Guillaume. Je t'en veux pas trop parce que c'est pour les biens de l'ActuTech, mais j'étais un peu dérangé après ces vidéos. Et en particulier la pub avec la fausse bière, là, bon bref. Merci beaucoup, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Vous me retrouvez également dans d'autres podcasts, comme par exemple Relife, où on vous parle d'amélioration du quotidien et de développement personnel, ou même dans Contrôle parental. Les 2 derniers épisodes sont en fait un seul et même entretien que j'ai fait avec Gaspard d'une association de e-sport qui s'appelle Miro. On a parlé de e-sport, de jeux vidéo, et en particulier de Fortnite, plus particulièrement dans ce 2e volet qui est sorti hier au moment où on enregistre cet épisode. Donc si jamais vous êtes parent et que vous voudriez en savoir un petit peu plus sur ce qu'est Fortnite, quels en sont les enjeux et les fonctionnements, rendez-vous sur le podcast Contrôle parental. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous... Non, c'est pas ça du tout, pardon. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des... Ça va le faire, c'est la tête brûlée. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 9 mai 2023 et c'est l'épisode 321. 3, 2, 1. C'est pour ça que je faisais le décompte. 3, 2, 1. Bon, bref. C'est pour ça. Anna Apter est scénariste et réalisatrice. Et elle a remporté 2 prix au Nikon Film Festival. Pardon, du coup, c'est catastrophique cette intro, ça. Je refais l'intro.